Courtier, courtière, tu manques de temps, t'as besoin de service, t'as besoin de produits. Mathieu chez Pancarte Express, appelle-moi. Ici, j'ai un entrepôt. T'es de chez Remax, de chez Royal Lepage, une bannière Prestige, je n'imite. On entrepose les pancartes, on s'assure qu'on fait des installations droites, précises et propres. Alors, tu as besoin de service, t'as besoin de produits, j'en ai plus, viens, je te montre. J'ai des boîtes à clés, poteaux en aluminium noir, poteaux en aluminium blanc, les boules rouges pour les coller volteuses, les poteaux coloniales, les poteaux potentiels, les poteaux réguliers, les poteaux standards, des ajouts, vendus, visite libre, néit, je les ai. Tu veux des structures? Viens, je t'amène dehors, j'en ai des grosses. Regarde ça, on a une grosse. Une bannière, t'achètes ta bannière, on va te la mettre sur une structure. Tu veux la louer, on loue la structure, on te vend la structure. T'as besoin de quelque chose, tu m'appelles, on est professionnel dans l'affichage. Pancartexpress.com. Je suis vraiment impressionné par ton personnage de. Je suis faberglasté en ce ouais? moment. Ouais, Tant mieux. je suis tombé à terre. Ben, pas de ma chaise, je suis encore dessus. Mais. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Capital Central. Mon nom est Patrick Ly, je suis courtier en financement d'entreprise et aujourd'hui, j'ai réussi à vous dénicher une perle. J'ai déniché un entrepreneur de ma ville natale, Ville-la-Salle, qui a une business qui est très particulière et pas beaucoup de son type de business dans le marché. Le nom de l'entreprise, c'est Pancarte Express et son nom est Mathieu Parisien. Opère cette entreprise-là depuis plusieurs années. Puis aujourd'hui, je le reçois dans les studios pour parler de son entreprise, comment il a eu du succès à travers le temps. On réfère même son entreprise comme étant une vache à lait dans le domaine. Et évidemment, les reviews Google sont excellentes. Puis il va vous parler aujourd'hui de son entreprise présentement. Il a fait également l'acquisition d'une autre entreprise. Et puis pour le cheminement, pour la suite des choses, qu'est-ce qu'il y a pour lui pour l'avenir? Alors, tout d'abord, merci Patrick pour l'invitation. J'ai pas l'habitude de faire des podcasts, mais j'apprécie énormément. Tu as su me rendre à l'aise. Alors aujourd'hui, pour une des premières fois, je vais présenter mon entreprise et un peu mon parcours. Alors, mon nom est Mathieu Parisien. Ça fait déjà plus de 15 ans que j'offre des services pour les courtiers immobiliers dans le domaine de l'immobilier uniquement ou pratiquement comme service, bref. En fait, les services, ça consiste à de l'affichage. Donc, les courtiers immobiliers vont poser leurs pancartes, vont avoir besoin de nous pour faire les déplacements. Un courtier immobilier, son temps est plus rentable dans son bureau à vendre des maisons qu'à faire de l'installation. Fait que la base de mon entreprise, c'est un peu ce filon-là. Et puis, par la suite, on a su contacter les gens puis amener ça à un niveau quand même exponentiel. C'est sûr, quand on commence, c'est toujours plus petit, on a peu de clients. Mais une fois qu'on met beaucoup d'efforts à la roue, qu'on accueille des gens puis qu'on met des gens dans notre équipe compétents, on arrive à avoir un certain niveau. Donc, ça fait déjà 15 ans qu'on fait ça, ça va vite. Maintenant, la roue va bien. Comme tu as dit tantôt en introduction, c'est une bonne vache à lait. Quand on dit vache à lait, c'est parce que maintenant, le téléphone sonne par tout seul, les clientèles sont là, la clientèle est satisfaite, les demandes rentrent automatiquement. On a beaucoup d'automatisation dans notre système, ce qui fait qu'on est capable de gérer beaucoup de volume aussi. Fait que la gestion d'un service, c'est beaucoup aussi dans les gens qui sont à l'interne de l'entreprise pour amener un service exceptionnel. Donc, quand les gens sont compétents, on a des services exceptionnels, puis nos clients sont satisfaits, ce qui amène des bons reviews justement à ce moment-là. Ce qui en est pour mon introduction. Parfait. Fais-moi un petit clap. Ouais, on est là. Clap. C'est parti. Merci. Mathieu. Bon, toute une introduction, Mathieu. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Je suis en pleine forme. T'es en pleine forme? Ouais. Un petit peu nerveux pour ton podcast? Un petit peu nerveux. Mais écoute, ça va bien se passer aujourd'hui. C'est pas mon premier, mais j'ai pas Joe Rogan non plus. Mais le but du podcast, je veux vraiment que tu sois à l'aise puis de parler des vraies choses aujourd'hui puis de ne pas omettre de détails parce que mon public est assez large. Ça peut être des enfants, des adolescents au secondaire qui ne savent pas quoi faire. Ça peut être des professionnels qui considèrent sauter la clôture, si on pourrait dire, aller en entrepreneuriat. Ça peut être ton public de courtier immobilier à qui tu sers pour qu'ils connaissent la personne aussi. Il y a un certain rattachement. Ça peut être pour des investisseurs, peut-être quelqu'un que tu chercherais à investir. Donc, tu sais, on ratisse large. Je ne veux pas que tu mettes de détails. Je veux que ça soit une place sécuritaire pour qu'on puisse parler. Puis, j'aimerais t'inviter avec la première question. Comment tu t'es rendu à être entrepreneur? C'est une très bonne question. Je pense qu'à la base, étant jeune, c'est drôle, tantôt on n'a pas parlé, mais étant jeune, je suis très surpris que
au primaire, je vendais des petits bracelets faits maison, tu sais, à coût de 2 $ surtout. Puis là, j'avais compris qu'à la Saint-Valentin, on pouvait faire un petit peu d'argent pour les mamans, puis là, le monde l'achetait, tu sais. Il a fallu que je rembourse les gens parce que j'avais pas le droit de faire ça au secondaire, vendre des bracelets, ça a l'air. OK, bon, je l'ai pris sur le tas. Mais il disait, tu vois, c'est mon premier pas entrepreneurial. Et ça commence jeune. Il y a des lois aussi à respecter quand tu es jeune aussi. Puis c'est correct, ça fait partie de la chose. Tu vois, ça m'a rappelé ce souvenir-là qui était un lointain tiroir, tu sais. Fait que l'entrepreneuriat, je pense que quand on est jeune, des fois aussi, c'est dans notre profil, c'est dans nos veines. On a le goût un peu d'être par nous-mêmes, voler par nous-mêmes, de faire nos choses par nous-mêmes, tu sais. Puis des fois, on se rend compte aussi qu'on n'est peut-être pas un bon employé, tu sais, parce que on est moins gérable. On aime ça gérer, on aime ça faire nos choses, puis quand ça va à notre façon, tu sais. Puis ce qui n'est pas une mauvaise chose, tu sais, tant que ta façon est structurée puis qu'elle t'amène un revenu ou elle t'amène à quelque part, c'est correct aussi, tu sais. Il y a des gens, des fois, qui aiment mieux être guidés, puis c'est correct aussi. Ça prend tous ces gens-là pour créer une entreprise. Évidemment. Fait que, tu sais, quand tu es un entrepreneur, puis tu as ça, un entrepreneur, puis que tu sens que tu as ça dans le sang, bien, il faut juste à un moment donné foncer puis de se faire confiance, tu sais. Quand moi, j'ai parti Pancarte Express, c'est très niaiseux, là, ça a parti d'une idée d'un ami qui faisait ça pour sa belle-mère. Puis, il n'y allait pas nécessairement, tu sais. Puis là, j'ai demandé combien qu'elle te donne pour y aller, tu sais, vu qu'elle te connaît. Tu sais, il me dit, ben, elle me donne 25 $. Je dis, ben, 25 $ pour aller poser une pancarte, mais tu y vas pas. Il dit, bah, j'ai pas le temps aujourd'hui, j'ai pas le goût, tu sais. Pas plus qu'il faut. Puis, moi, j'ai compris à un moment donné, tu sais, je dis, attends, là, juste elle, c'est une courtière, puis il y en a plein de courtiers immobiliers qui ont pas le temps ou qui ont le goût de déléguer cette partie-là de leur travail, tu sais. Fait que là, je me suis dit, attends, je vais rencontrer des gens. Fait que là, j'ai créé un questionnaire. Puis là, je suis allé rencontrer des gens pour leur demander, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des services pour vos installations de pancartes? Bien, tu ne serais pas surpris que 8 sur 10 m'ont dit non. Et que 2 sur 10 m'ont dit oui, puis que là, j'étais comme en train de philosopher sur est-ce que c'est un bon filon, la loi du 20-80, tu sais. Puis un jour, un courtier immobilier que j'ai rencontré avec mon questionnaire m'a dit est-ce que ta business est ouverte, est-ce que tu offres des services? Puis j'ai répondu oui, qui n'était pas nécessairement une structure d'entreprise. Puis à partir de ce client-là, qui est connu, puis je vais le saluer, qui est François Macaille, qui m'a encouragé quand j'étais jeune, qui est à la Chine, puis qui est impeccable, une équipe fiable, tu sais. Salut François! Puis tu sais, François, là, ça fait des années qu'il fait ça, sa mère elle faisait ça avant, il fait ça avec son frère, il y a des gens autour de lui qui sont compétents, il va faire ça encore pour moi dans 20 ans, tu sais, puis ses filles aussi vont sûrement en faire éventuellement. Donc tu sais, François, il met beaucoup de temps là-dedans, je parle de François, mais tous les courtiers, vous mettez beaucoup d'efforts dans structurer aussi votre entreprise pour amener ça à un niveau, mais déléguer certaines tâches fait partie aussi de votre succès. Puis déléguer l'affichage, qui est une chose importante, parce que l'affichage, c'est aussi votre marketing à quelque part. Fait qu'il faut que ça soit professionnel, que ça soit bien fait, que ça soit propre. Tu sais, c'est une petite partie de votre contrat de courtier immobilier, mais à ce moment-là, tu sais, c'est tellement important parce que c'est une visibilité que vous avez avec monsieur, madame, tout le monde dans la rue. Là, tu sais. Et il y a de la réglementation aussi par rapport à ça. Tu sais, des fois, le courtier va me dire, ben oui, mais je suis capable de le faire tout seul. Ben j'espère que tu es capable de le faire tout seul. Puis c'est parfait, tu sais. Mais est-ce que tu respectes la réglementation? Parce que ta pancarte, il faut qu'elle soit mise une fois que ton listing il est sur Centris en ligne. Donc, tu ne peux pas aller signer le contrat et mettre ta pancarte en même temps parce que tu es dans l'illégalité de la chose. Ah, wow! Donc, à ce moment-là, tu dois retourner sur les lieux. Puis retourner sur les lieux, ben, te coûte ton temps, ton auto, ton essence, ton trafic. Et tu sais, c'est tout du temps que tu mets pas sur, de l'énergie que tu mets pas sur vendre la propriété. Parce que là, tu es dans le trafic en train d'aller penser à aller mettre une pancarte, aller mettre un vendu, retirer une pancarte. C'est vrai, je vais chez le notaire demain, il faut que ma pancarte elle soit partie. Parce que légalement, tu peux plus t'afficher parce que la propriété va changer de propriétaire. Mais tout ça aussi est intéressant dans le sens que quand vous faites affaire à une entreprise comme la mienne de service, c'est que nous, on va vous aider à avoir le maximum d'affichage possible en jour 1 jusqu'en jour final, parce qu'on peut vous la mettre en date précise. Le jour du notaire, on va l'enlever. Donc, votre client, là, il va aller chez le notaire et dire « Hey, by the way, j'ai vu ton gars, il est venu, il a enlevé la pancarte aujourd'hui. » Bien, c'est normal, on passe chez le notaire. Donc, tu sais, la légalité de la chose, de l'affichage est au maximum, puis elle est bien faite, puis de façon professionnelle. Puis à ce moment-là, vous avez juste à être devant votre ordinateur, on fait un clic, on l'envoie, c'est en automatisation, on vous envoie une photo de l'installation, on vous envoie une facture par courriel, vous payez par transfert. C'est user-friendly au maximum. On ne fait pas grand-chose, on paye, c'est parti, clé en main. Voilà, exactement. Puis tu as des confirmations en tout temps qui rentrent. Donc, à ce moment-là, tu es en sécurité, tu es confiant, tu as un visuel. Donc, ça te permet à ce moment-là de te dire, écoute, là, je viens de gagner du temps précieux, c'est bien fait. Puis à ce moment-là, moi, je passe à d'autres choses, puis on regarde vers l'avant. Puis s'il y a quelque chose, on est toujours là pour t'aider. Tu es en vacances en Floride, tu as fait un listing, tu as un vendu,
tu es devant ton ordinateur, en Floride, les deux pieds dans le sable, tu m'envoies ton demande, je te la complète en 24 heures. C'est le côté user-friendly, le côté de se dire, pour le même prix que ça te prend, toi, monsieur, madame, tout le monde, courtier immobilier, je prends mon auto de mon temps, je m'en vais poser mes pancartes, mais le prix que je te charge n'est pas considérable versus ce que tu as fait en temps. Fait que souvent, on dit, est-ce que ta dépense vaut un revenu? Bien, je pense que cette dépense-là, au moins, égale ta dépense que tu fais automatiquement comme courtier immobilier. Donc, on est kiff là-dedans. Mais en plus, je te le fais à un niveau professionnel d'une façon chic. Puis s'il y a quelque chose, je vais retourner sur les lieux pour te l'arranger. Donc, tu n'as rien à perdre en tant que courtier immobilier au bout de la ligne d'engager une compagnie comme la mienne. Puis tu n'as même pas besoin d'être un courtier immobilier avec du volume nécessairement. Là, un courtier immobilier qui m'appelle 1, 2, 3 fois par année, ben c'est le même prix que ça va te coûter si tu y vas toute seule. Fait que, au bout de la ligne, je devrais en fait poser les pancartes pour tous les courtiers immobiliers. Ça a bien y penser. Qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est un peu ça l'idée de se dire, c'est pas monétairement, c'est pas gagnant quand tu y vas tout seul parce que ça te coûte le même prix que je te charge. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Donc, l'économie d'échelle, toi, tu dis dans le fond, il n'y en a pas vraiment dans cette affaire-là parce que peu importe que tu en aies beaucoup de listings ou quelques-uns, tu es quand même gagnant à faire affaire avec ta firme. Bien, totalement. Tu es gagnant en temps, surtout quand tu en as beaucoup de volume. Là, tu viens de gagner beaucoup de temps parce que... Ça fait du sens. Là. Ben oui. Ça devient une gestion. Totalement. Puis les Georges Bardagy de ce monde, salut Georges, en passant, qui travaille avec nous depuis plusieurs années, qui est numéro 1 Remax, puis qui est numéro 1 au Québec et au Canada. Georges pourrait très bien avoir des gens à l'interne, mais il fait affaire avec des gens professionnels qui sont des gens externes, qui sont nous, parce qu'on est toujours là, puis on est là en 24 heures, puis on est là de façon professionnelle, puis on connaît son matériel, on est là pour les aider, les guider aussi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ces courtiers-là aussi, ils ne veulent pas juste du service, on va vendre des produits, d'où le principe de Pancarte Express a diversifié ses ventes avec des produits. Donc, on est allé chercher tous les poteaux, les ancrages, les ajouts nécessaires avec différents fournisseurs pour avoir une belle boutique en ligne disponible à Montréal, proche de tous les gens qui... La Mecque, là, si on veut, à Montréal. Puis on est vraiment proche de tous les gens courtiers immobiliers. Puis on fait de la livraison aussi, ça, c'est pas un problème. Fait que ça nous permet d'avoir le service et le produit aussi. Oui. Fait qu'à ce moment-là, le courtier, là, on va devenir à un moment donné une référence de se dire, bon, ben j'ai besoin de quelque chose, je vais appeler les gens de chez Pancarte Express. Ils connaissent leur affaire, tu sais. Puis on fait pratiquement uniquement du courtier immobilier. Oui, on fait de l'affichage externe pour différents projets, là, c'est pas un problème, on est capable de vous aider. Mais c'est sûr que notre mec, notre vache à lait, c'est 80-20, comme on dit, 80% de notre clientèle, c'est des courtiers immobiliers. Puis 20% de ces 80-là sont des courtiers avec du gros volume. Okay. Fait qu'il y a des courtiers qui se différencient des autres, puis c'est bien normal. On ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont meilleurs, mais des fois, ils ont du meilleur marketing, ils ont une meilleure équipe, ils ont une meilleure connaissance du marché, puis des fois, ils sont dans des secteurs plus précis. Ouais. Bien, ça leur permet d'avoir plus de volume puis de mieux connaître les gens qui sont dans ces secteurs-là. T'sais. Donc, toi, là, mettons, si je te reprends un petit peu, tu avais commencé à vendre des petits bracelets au primaire. Oui. Puis là, tu as compris un principe, c'est qu'il y a une opportunité dans le marché. Totalement. Puis ça, cette opportunité-là, tu l'as saisi aussi quand tu as dit, écoute, mon ami ne va pas porter cette pancarte-là, tu es payé. Tu as élevé un point super important, puis beaucoup de gens en affaires se plantent littéralement, c'est qu'ils ne font pas d'études de marché avant de commencer. Mm-hmm. Puis toi, tu avais commencé, tu as fait des formulaires, puis là, l'affaire arrive, as-tu une business? Oui. C'était pas vrai encore. Mais tu es comme, je vais faire en sorte comme si j'avais une entreprise, puis je vais donner le service. Totalement. Pour moi, c'était le chemin logique d'aller tâter le terrain en premier, puis d'aller voir ces futurs clients-là, puis leur poser les questions réelles, puis d'avoir la vraie réponse, tu sais. Puis encore là, 8 fois sur 10, ils m'ont dit non, mais c'est pas les 8 qui m'ont découragé, c'est les 2 qui m'ont dit oui qui m'ont encouragé, tu sais. Fait que c'est un peu ce formulaire-là, c'est dans l'idée de se dire, OK, comment que je vais l'adapter pour que mon téléphone sonne à quelque part, parce que je veux travailler, je veux rendre service, à la base, c'est ça l'idée. T'sais. Je veux vivre de ça aussi. Ben oui, totalement, mais en rendant service, moi, je ne vends pas un produit éphémère, je ne vends pas un service éphémère. Moi, c'est vraiment poser des pancartes, il va en avoir dans 20 ans encore, là, à moins que les villes disent c'est fini l'affichage. Fait que ça ne va jamais... Ben, c'est exactement ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va en avoir encore plus. Là, présentement, ce qu'ils font les villes, c'est qu'ils vont réglementer sur les formats d'affichage, puis la durée ou les styles d'affichage. C'est correct aussi, parce qu'à un moment donné, il va en avoir trop là, de l'affichage. Quelle niche incroyable. Honnêtement, là, c'est...
right on the spot. Ben, puis encore là, tu as un bon mot dans le mot niche, parce qu'on pourrait pas tous faire ce travail-là. Puis, tu sais, si chacun des courtiers aurait son propre installateur, ça serait pas une business. Puis ces courtiers-là aussi, sont tout le temps en train de chercher un helper. Tu sais, ouais, mon helper m'a lâché, mon gars de confiance, il est plus là. Tu sais, c'est là qu'on rentre en ligne de compte. Nous autres, on est une entreprise. Là, tu vas appeler, on a du personnel. Il y en a un qui est malade, il y en a un autre qui le remplace. Il y en a un autre brisé, c'est pas grave, on a d'autres. On prend des solutions d'entreprise. On n'est pas juste un helper qu'on va appeler notre helper. Là, on est des gens confiants, sérieux. Là, puis là, tu sais, il y a tout l'aspect de la technologie que tu as apporté tout à l'heure que personnellement, je ne savais même pas. Écoute, la barrière d'entrée sur le marché, je pense que c'est toi qui l'as fait en ce moment. Totalement. Puis la prochaine firme qui va vouloir faire compétition avec toi devrait avoir tous ces services-là et meilleurs pour... C'est un très bon point. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, donc on revient à la base... Tu as fait un marché, je ne sais pas si tu savais, tu as créé un marché, il n'y a personne qui fait ça. Ben non, mais exactement. Puis moi, j'ai étudié en administration, puis moi, j'ai compris aussi beaucoup la segmentation. Puis même encore dans l'affichage aujourd'hui, il va avoir de la segmentation. Là, moi, je me suis mis niche courtier immobilier, mais tu sais, exemple, il y a des entreprises qui font seulement que de l'événementiel. Pourquoi? Parce qu'il y en a tellement d'événements, tu sais. Mais ils pourraient faire de l'impression pour plein d'autres choses, mais ils ont choisi l'événementiel parce qu'ils se sont dit, si on est les références en événementiel puis qu'on a tous les événements qui nous font confiance, bien, à un moment donné, ils vont chercher un créneau, tu sais. Puis ce créneau-là font qu'ils sont des gens ultra professionnels dans ce créneau-là, tu sais. Puis moi, je voulais revenir à la base. Moi, quand j'ai commencé, là, on pose des pancartes. Encore là, on n'a pas inventé la roue, c'est souvent ce que je dis. Donc, on va trouver une adresse pour poser la pancarte. Donc, c'est très important de poser la pancarte à la bonne adresse parce que c'est pas moi qui l'ai signé le contrat de courtage. Je ne sais pas c'est quoi la vraie adresse. Je me fie à un formulaire que le courtier a rempli en ligne. Alors, je paye sur le lien sur mon formulaire en ligne qui m'amène à la bonne adresse en espérant que le courtier a mis la bonne adresse dès le départ. Fait que quand je me rends à la bonne adresse, au départ, à la base, là, il n'y avait pas le fameux Internet et le GPS de Google Maps. C'était le Perlé. Je cherchais à la fin la rue et le petit casier A4. Là, j'allais dans le petit casier A4, puis là, je partais avec mon livre puis chercher mon adresse. Ça, c'était les débrouillards. Ça, c'était vraiment comme... J'avais le goût de le faire pour me rendre là. Puis après ça, il y a les GPS qui sont rentrés en ligne de compte. Il y a le Google Maps. On était rendu à un niveau, là c'était user-friendly. Là, c'était facile. Ah oui, là, c'était comme, bon, mets ça en place pour qu'on ait du volume. Là, parce que pendant ce temps-là, moi, j'ai le temps en masse. Là, pendant que je pose des pancartes, les demandes, ils rentrent. C'est magnifique, là, tu sais. Là, on est rendu à un niveau que les demandes, ils rentrent. Pendant ce temps-là, on a des employés, un peu comme un Amazon. Là, on a des systèmes de déplacement, savoir où sont les employés, à quelle heure ils vont être là, c'est quoi qu'on a demain. On est rendu à un niveau vraiment de livraison, de connaître nos routes. Vraiment, on est plus on point. Comme tu dis, pour que quelqu'un rentre à notre niveau actuellement... Ça va être tough. Il va falloir qu'ils mettent l'investissement en conséquence. Mais j'en ai des compétiteurs, j'en ai qui font des choses semblables aux miennes. Puis quand je dis semblables, c'est qu'ils font du mieux qu'ils peuvent parce qu'ils n'ont peut-être pas non plus la rentrée d'argent au niveau de la clientèle qu'ils ont, mais que s'ils continuent à le faire, ils vont y arriver. Puis même que je te dirais que je travaille avec certains compétiteurs parce que, à un moment donné, je ne peux pas tout faire. Puis je suis bien conscient que je n'ai pas inventé la roue encore une fois. Donc, il y a des gens qui ont eu la même idée que moi dans différents secteurs, donc qui existent déjà actuellement. Fait que ces gens-là, je les appelle. Des fois, on se rend service. Tu peux-tu m'aider à ton secteur? Parfait. Fait qu'on peut même s'aider en tant qu'installateur dans différents coins. Puis qui sait, un jour, ces gens-là vont peut-être dire, ben écoute, je vais tirer à la plug, tu veux-tu acheter mon entreprise, ça va me permettre de grandir. Consolidation. Ben voilà, tu sais, puis on n'est pas là, je suis pas là pour voler ses clients, il est pas là pour voler mes clients, même que des fois, on est comme, écoute, ce client-là, il est pas dans mon secteur, puis j'arrive pas à très bien le servir, tu sais, on est des gens intelligents, là, on n'est pas juste là faire de l'argent, à un moment donné, aller faire 100 km par jour, c'est pas payant, c'est mieux d'en faire dans mon coin, c'est plus intéressant, c'est plus gagnant pour tout le monde. Fait que c'est un peu ça l'idée d'aller, à un moment donné, de travailler avec des compétiteurs. Puis ce que ça fait aussi, c'est que quand les gens y appellent chez un compétiteur, bien là, on peut se dire, écoute, tel courtier m'a appelé, t'as-tu appelé, comment qu'on va le servir? Bien, on s'aide en tant qu'entreprise pour savoir comment qu'on va le servir au mieux de nos capacités. Parce que des fois, il peut y avoir un courtier qui a un très large territoire, puis il veut avoir notre service, mais il ne veut pas payer un prix de fou dans différents territoires. Donc, on va s'ajuster pour séparer les travails, séparer le matériel, on va être intelligent dans la façon de travailler. Wow, il y a vraiment peaufiné une éthique de travail puis une efficacité avec le temps. Moi, je suis super impressionné. Moi, je ne savais pas que toutes ces choses-là, puis que même la compétition, ça aidait tout ça. C'est très rare. Il n'y a pas beaucoup d'industries qui sont comme ça. Ça, peut-être parce que c'est particulier, je veux dire, c'est de l'affichage. Évidemment, oui, les routes font du sens à un certain moment donné. Tu as un territoire. Mais là, j'allais en venir à quelque chose. Tu sembles avoir une très belle maturité d'entrepreneur, mais c'est pas ta première business Pancarte Express.
Oui, c'est ma seule. En fait, c'est ma seule unique entreprise Inc. incorporée. Oui, mais avant ça, il y a eu d'autres choses, me semble, non? Non, j'ai pas eu d'autres entreprises avant, non? Tu n'avais pas eu, mettons, d'autres idées entrepreneuriales? Des idées entrepreneuriales, j'en ai eu plein. Mais non, je sais pas où tu veux m'amener avec ça, mais non, dans le passé, non, j'ai pas eu d'autres entreprises avant ça. J'ai encore plein d'idées entrepreneuriales, par exemple, pour plein d'autres choses. Mais Pancarte Express m'a amené, par exemple, à faire l'acquisition d'une autre entreprise avec la COVID. Parce qu'on a fait des choses intelligentes avec la COVID. Pour certains entrepreneurs, ça a fait mal. Nous autres, ça nous a aidés à aller de l'avant, je dirais. Moi, c'est ça. Mais à ce niveau-là, parce que je vois ta maturité d'entrepreneur, puis c'est rare qu'à la première business, ça fait ça. Parce que tu as parti de quelque chose. Puis bien souvent, il y a une faillite ou whatever. Puis là, après ça, les gens, à partir de cette erreur-là, de se mettre avec des partners, faire attention, etc., tu peux le prendre si tu veux. Non, je le prends pas. Je pensais l'avoir fermé, je suis désolé. Non, pas de problème. Puis là, toi, c'est entrepreneur, jour 1, belle maturité, automatisation, efficacité. Tu as comme tout vécu avec ça, là. T'as absolument raison. J'avais une certaine vision. Moi, là, quand j'étais jeune, sur mon balcon, dans mon petit appartement avec ma mère, j'étais assis sur mon balcon puis je me disais, je me voyais déjà entrepreneur. Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais je me voyais entrepreneur. Puis je savais que j'allais avoir une certaine intelligence là-dedans. Puis je pense que aussi, j'ai étudié là-dedans. Donc, ça m'a permis de... Sachant que je voulais faire ça, quand j'étudie, ça me permettait d'avoir du concret dans ma tête. Fait que je donne un exemple. Quand j'étais au cégep en administration puis qu'ils disaient « OK, voici votre travail final, qu'est-ce que vous voulez faire? » Bien moi, mon travail final, je savais que je l'ai fait sur Pancarte Express. Ah ouais? Parce que j'avais déjà comme une idée de quelque chose. Cette idée-là traînait dans ma tête. Je me suis dit, regarde, j'ai besoin de le faire pour un projet cégep. Je prends cette idée-là, je la mets sur je la mets en place. Ouais, c'est ça, j'ai rien à perdre. Puis je le mets comme ça, puis je vais de l'avant. Puis j'avais fait des projets aussi au cégep, dernière demeure pour des animaux. Quand ils meurent, tu le mets au cimetière. C'est un cimetière virtuel, puis tu peux aller voir tes animaux. Puis aujourd'hui, ça existe des entreprises qui font ça là, pour les animaux morts. Moi, ça s'appelle dernière demeure avec c'est un cimetière virtuel pour les animaux. Puis ça existe. Ils font de l'argent avec ça aujourd'hui. Puis le monde, ils veulent payer cher parce que quand ton animal de vie qui décède, tu vas avoir quelque chose de beau, tu peux avoir une vidéo souvenir, tu vas avoir une place que tu peux toujours aller voir sur Internet des souvenirs de ton animal, plein de choses comme ça que je trouvais intelligentes. Mais je l'ai mis sur papier. Puis d'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse, puis je trouve ça très important pour les jeunes, pour n'importe qui d'autre qui veut aller en entreprise. OK? À la base, quand tu veux ouvrir une entreprise, là, ce que ça prend, puis je le dis tout le temps à mes enfants, puis à n'importe qui, ça prend un crayon puis un papier. Ah ouais. Prends ces deux choses-là, puis mets ton idée sur papier. Puis peaufine-la, rajoute-en. Pas juste aujourd'hui. Il faut que tu mijotes ton idée. Il faut que ça baigne. Il faut que tu te dises, OK, rajoute quoi? Qu'est-ce que j'ai pas pensé? Il faut vraiment que tu la peaufines. Des idées, là, j'en ai plein, j'en peaufine plein, je les écris plein. Un jour, peut-être que parmi eux autres, il y en a une qui va naître de quelque chose. J'ai des enfants qui grandissent. Est-ce que je veux qu'ils fassent du Pancarte Express? Non, je veux qu'ils fassent ce qu'ils ont le goût de faire dans la vie. Est-ce que je fais ce que j'ai le goût dans la vie? Dans la vie, je voulais faire de l'entrepreneuriat. C'est chose que je fais. Est-ce que je voulais poser des pancartes? Pas nécessairement. La vie m'a amené là, puis aujourd'hui, c'est satisfaisant, c'est monétairement payant, c'est intéressant, c'est le fun. Puis est-ce que je pense des fois à vendre pour aller faire d'autres choses? Bien sûr, parce que la vie, c'est pas juste de rester dans un carré. Je suis un entrepreneur. Je veux vivre d'autres choses, Puis c'est un beau succès. Puis pour moi aussi, personnellement, une entreprise, ça a un début, une vie puis une fin. Puis la fin doit être une vente pour moi et non pas comme une fermeture, Ah, OK. Voilà. La passation de connaissances. Bien, ce qui fait que c'est une entreprise parce que les gens ont le goût de l'acheter parce qu'ils se disent que ça a une valeur. Ouais. Il y a beaucoup d'entreprises, malheureusement, qu'à la fin, si tu veux vendre, ils n'ont pas nécessairement de valeur parce que la valeur est Mathieu Parisien, mais la valeur de mon entreprise, c'est Pancarte Express Inc. Ouais, c'est ça. Toi, tu as dissocié Mathieu de prêt à... Aujourd'hui, j'ai réussi à mettre ça en place. C'est sûr que les gens y appellent et ils veulent parler à Mathieu Parisien, c'est bien correct. Là, je suis là, je fais partie de mon entreprise, c'est bien correct. Mais c'est sûr qu'il y a un fil, qu'il y a des adjointes maintenant, puis ils comprennent ça, puis c'est correct. Les adjoints sont capables de répondre à des questions de base ou des questions de tous les jours. Mais s'il y a quelque chose d'important où je dois régler, je vais m'en occuper, je suis là pour ça. Mais à la base, à la fin de tout ça, ben ça a une valeur monétaire. Ce qui a une valeur monétaire, c'est l'achalandage,
une autre chose que je dis souvent dans mon entreprise, c'est je sais jamais si je vais travailler demain, Ah, wow! mais je travaille à tous les jours, puis on est 5 employés sur la route à temps plein, tu sais. OK. Parce qu'on pose des pancartes. Je sais pas, moi, qui va signer un contrat de courtage demain. Ouais. J'ai pas de demande, j'ai pas d'installation préfaite prévue à mon agenda dans les projets. Un gars de construction va avoir un agenda prévu pour l'été. OK, tel contrat, tel contrat, tel contrat. Moi, c'est tout le temps au compte-goutte, mais le compte-goutte, il rentre à la tonne, tu sais. Ouais. Puis là, tu as des récurrences aussi, ce qui est intéressant. Voilà. C'est pas, on veut pas juste venir une fois chez Pancarte Express, on veut y aller plusieurs fois, on veut rester là-bas, on veut dire à nos amis qu'on fait affaire avec ça. Oui. Puis, Je pense que c'est important aussi en tant qu'entrepreneur d'avoir des stratégies de récurrence, effectivement, parce que tu sais, quand tu veux un produit, est-ce que tu veux un produit éphémère? Quand je veux un service, est-ce que je veux un service éphémère? La réponse, c'est non, je veux que mon client revienne chez nous. Puis pour ça, il y a des stratégies. Tu sais, le courtier immobilier qui a du volume, bien, à la base, il y a beaucoup de matériel. Est-ce que son matériel, il veut le garder à son bureau? La réponse, c'est non. C'est pour ça qu'on offre de l'entreposage. Une fois que le courtier prend mon entreposage, bien moi, je t'offre le ramassage sans frais à ton bureau. Bon, fait que je m'en vais à ton bureau, je prends ton stock, je t'envoie un inventaire, voici une photo, voici ce que j'ai ramassé à ton bureau, je te le mets dans un casier personnalisé à mon entrepôt. Là, première des choses, tu viens de sauver de l'entreposage, de la saleté chez vous, des ancrages, des araignées, perdu aussi, gérer tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je vais m'occuper de tout ça, là. Je vais faire la gestion, je vais m'assurer que ton stock est propre, je vais le traîner dans mes véhicules au besoin, tu sais. Fait que, un courtier immobilier trouve sa valise, là, des pancartes qui traînent, des araignées partout, c'est fréquent. Okay? Ça m'apporte à une question quand même intéressante. On a effleuré le sujet, oui. Mais c'est quoi exactement? Bien là, exactement, on sait que la démographie, c'est les courtiers immobiliers, mais quels sont vraiment les services que tu offres? Mettons, je rentre chez Pancarte Express, ouais. J'ai écouté le podcast de Capital Central, je suis courtier immobilier. Ça part comment? Bien, bonne question. À la base, il faut que tu te poses la question comme courtier immobilier, est-ce que j'ai un besoin? Si tu ne te poses pas la question, c'est parce que peut-être que tu évalues que non. Puis avec mon intro tantôt, je pense que tous les courtiers devraient se dire, c'est une nécessité que mon affichage soit bien fait. Donc à ce moment-là, combien ça me coûte quand j'y vais? Le même prix que je te charge, donc on revient au début. Tu sais. Fait que, répète-moi ta question encore, s'il te plaît. Quels sont le processus, mettons, de création de valeur? Tu sais, mettons, quelqu'un appelle. Oui. J'ai telle affaire, là, est-ce que toi tu vends ça en package ou tu sais, comment ça fonctionne tout ça? Bonne question encore une fois. Fait que mon entreprise, c'est une question de service. Fait que le but, c'est de te rendre service. Si tu n'as pas besoin de mes services, appelle-moi pas. Dans le sens que. Non, mais c'est tout simple que ça, tu sais. Mathieu, il est dingue. Non, mais c'est ça le but, tu sais. Je suis pas là pour te voler de l'argent, t'obliger à prendre mes services. Ouais. Je te donne un exemple. Un courtier immobilier dit, moi, Mathieu, je suis capable d'aller poser mes vendus. Fine, pas de trouble. Il dit en même temps, je vais aller serrer des mains. Pas de trouble, ça me fait plaisir. Mais tes vendus, je vais te laisser tes vendus. Moi, je vais m'occuper des installations puis des retraits. Compagnie de service, je te rends service quand tu en as besoin. Là, avec le temps, tu vas te rendre compte des fois que tu te dis, ouais, dans le fond, j'en sais pas tant de ça de même, puis je peux en serrer des mains aussi quand je vais signer des contrats ou quand je retourne dans le secteur pour des visites. Fait que, tu sais quoi, Mathieu, pose mes vendus aussi. Parce que quand tu vas poser tes vendus, c'est un ajout, donc tu vas gérer ton matériel aussi. Des fois, je vais mettre un. Fait qu'il va falloir qu'on se parle un peu plus. C'est ça que je veux dire par là, c'est une compagnie de service. Je te rends service aux besoins. Ouais. Si tu as besoin de moi, parce que tu nécessites le besoin, tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Moi, je te sers pour des installations, des visites libres, des retraits, des dates précises que tu as besoin, même des boîtes à clés, c'est niaiseux. Tu as une visite en fin de semaine, tu as besoin d'une boîte à clés. J'ai vu ça. J'ai vu que tu vendais du matériel. Ben voilà, tu sais, fait que le but, c'est de vraiment libérer le courtier c'est des tâches quotidiennes, c'est des tâches qui ont besoin de faire day-to-day qu'on ne se rend pas compte que. Tu sais, des fois, on se dit, le courtier, ça nous coûte cher. Ben oui, ça te coûte cher, c'est parce que justement, il y a beaucoup de dépenses. Puis j'en sais une de ces dépenses-là, pas que j'y coûte cher, mais c'est que lui, il doit gérer ça aussi là-dedans. Oui. Je t'interromps 2 secondes. Aucun problème. Fait que c'est un peu ça l'idée. Fait que le courtier, moi, c'est de se dire, regarde, moi, je vais prendre ton matériel, puis je vais te rendre service aux besoins que tu sois. Fait que si dans ce mois-ci, tu n'as pas besoin de m'appeler, ben appelle-moi pas, c'est correct. Si tu as besoin de m'appeler 10 fois dans le mois suivant, ben on va être là, on va être prêt, on va être disponible. T'sais. Donc, c'est vraiment à la carte, en fait. Voilà, c'est à la carte. Okay. Fait que ce que je dis encore une fois, c'est que même encore là, le courtier peut utiliser mes services avec ou sans compte. Ce que ça veut dire, c'est que justement, le gars, que je sais pas moi, il est en Floride, puis là, il s'est dit hey, j'ai besoin de mettre un vendu absolument aujourd'hui, mais il n'y a pas de compte chez nous. Tu peux m'appeler. Un one-off, là. Ouais, un one-shot deal, on va te le faire. C'est sûr que tu vas payer plus cher qu'un membre de chez nous qui m'encourage 12 mois par année, puis c'est bien normal. C'est legit. C'est pas de man. Ben oui, puis si tu n'as pas le vendu, on va te le louer ou te le vendre en plus. T'sais. On est là pour t'accompagner dans le besoin que tu sois membre ou non membre de chez nous. As-tu l'impression également des pancartes?
Encore là, c'est une très bonne question. Je ne fais pas l'impression des pancartes. Pourquoi? Parce que moi, ma stratégie, c'est d'être partenaire avec plusieurs imprimeurs. Donc, je me suis associé avec des imprimeurs qui sont approuvés par les bureaux chefs. Remax va approuver des bureaux chefs parce qu'ils veulent que leurs couleurs soient respectées, leur grandeur de logo soit respectée. Et à ce moment-là, ces imprimeurs-là, ben moi, je m'associe avec eux autres pour qu'ils parlent de moi, puis moi, je parle d'eux en ce moment-là, à mes courtiers immobiliers. Donc, quand mon courtier... Moi, je gère leur inventaire, donc il manque de pancartes, je vais leur écrire « By the way, il vous reste une pancarte en inventaire, ça serait important que vous commandez avec votre imprimeur. Voici un code promo chez mon fournisseur. » Ah, direct, référence. Voilà. C'est bon, j'espère que c'est des deux côtés. Ce que fait l'imprimeur de son côté, lui, c'est que, exemple, lui, il va shipper avec tous les courtiers. Donc, à chaque fois qu'il ship des pancartes pour un courtier immobilier, il met un collant. Avez-vous pensé à appeler Pancarte Express pour l'installation de vos pancartes? Ah, ben là, ça, c'est magnifique, ça. Fait que là, nous autres, on fait la roue à ce moment-là. L'imprimeur me réfère avec ses pancartes. Quand lui, il les reçoit, il regarde le paquet et dit « Ah, ben si j'ai besoin, je vais les appeler. » Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ça, c'est pour les petites pancartes résidentielles. Puis pour ce qui est du grand format, tantôt, on va en parler un peu plus, que j'ai un autre business Pancarte Express a acheté des produits qui sont les structures frame. Puis à ce moment-là, donc, j'ai besoin des imprimeurs parce que je ne suis pas imprimeur moi non plus. Ils vont faire de l'impression grand format. Puis quand ils vont shipper la pancarte, ils vont dire « Avez-vous besoin d'une structure ou de l'installation de votre grand panneau d'affichage? » Puis à ce moment-là, ils peuvent m'appeler pour des produits ou services pour du grand format. OK. On pourrait faire une connexion entre les deux parce que tu offres aussi également du commercial. Exact. Puis est-ce que commercial, c'est frame ou c'est à part? Parce que sur le site de Pancarte Express, il y a résidentiel commercial. Exact. Puis là, on parle de frame aussi, qui est une entreprise connexe. Exact. Donc, Frame, en fait, Frame D pour développement durable, c'est des structures en aluminium qui vont supporter des panneaux d'affichage grand format. OK. Donc, vu qu'on n'est pas imprimeur puis qu'on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup de structures en bois, des structures en bois, ça se trouve être simplement un cadrage qu'on va mettre un grand panneau dessus. Ouais. Puis le cadrage de bois, ben l'inconvénient, c'est que tu dois aller les chercher, le bois. Des fois, tu dois le peinturer, le bois. Puis à la fin du contrat, ben tu fais quoi avec le bois? Tu vas le porter à l'éco-centre. ouais. Fait que là, on était comme, à un moment donné, c'est beaucoup de matériaux jetés pour un affichage temporaire. Ouais. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas avoir des produits d'affichage grand format, réutilisables. Et on a trouvé un fournisseur au Québec qui s'appelait Frame D qui faisait la fabrication de ça. Puis avec la COVID, ben, ça a été peut-être un peu plus dur pour lui. Puis nous autres, on a dit, ben écoute, on Toi, t'étais en power play. Ben, si on est comme, on va te faire un offre. Nous autres, on va les prendre, les produits, puis on va développer la marque Frame. Fait que Pancarte Express avait les reins assez solides. Puis au lieu de créer une entreprise, ben, on a acheté la marque de commerce. Ben oui, on a créé la marque de commerce. Ça nous a fait un produit grand format connexe à nos services. Ben oui. Puis qui d'autre qui utilise du grand format que des courtiers immobiliers? Voilà. Nos courtiers immobiliers ont profité de nos produits. Puis nos produits, bien, ça reste, c'est des structures dispendieuses. OK? Fait que une structure en bois versus une structure en aluminium, au niveau de l'achat, c'est deux prix complètement différents. Mais ce qui arrive, c'est que la structure aluminium est beaucoup plus moderne, beaucoup plus chic pour le courtier immobilier. Puis en affichage, c'est important ton marketing devant ta propriété. L'image paraît. Voilà. Fait que ce que nous, on s'est dit, c'est que soyons plus intelligents. Offrons la location. Le courtier ne veut pas l'avoir pour être propriétaire de la structure, il veut l'avoir pour une période de temps, des fois de 3 mois, 6 mois ou même 1 an. Ouais. Fait qu'on loue la structure avec le service inclus. Ça fait du sens. Fait que le service est inclus. Fait que le courtier, encore une fois, il ne touche à rien. Il est devant son ordinateur. Il me dit, Mathieu, la pancarte va arriver chez l'imprimeur chez toi. Est-ce que tu peux me l'installer? Je vais t'allouer une structure pour 3 mois, 6 mois. Puis ça comprend l'installation, la récupération, le déplacement et la location. Fait que le courtier, là, tout ce qu'il fait, c'est il m'envoie un courriel, je m'occupe de tout, j'envoie une photo quand c'est complété, il paye sa facture. Puis s'il y a besoin de prolonger le contrat, nous autres, on va avoir pris les devants, puis on va y envoyer un courriel qui dit « By the way, à telle adresse, votre listing arrive à terme pour la location. Est-ce que vous aimeriez poursuivre? » Fait que ce que ça va faire, c'est que lui aussi va peut-être ouvrir une switch et dire hey, « c'est vrai, il faut que je renégocie peut-être mon contrat. » Ou peut-être qu'il va dire « oui, on poursuit » ou « non, on retire. » Fait que bref, ça va générer. Ouais, exactement. Quand une vente ou pas. Exactement. Puis ce que ça fait, bon, c'est bon pour le courtier parce que des fois, il n'y a pas besoin d'avoir pour la longue période de temps. Puis des fois, il peut peut-être vendre plus rapidement. Donc, il va générer un 6 mois, puis il va vendre en 12 mois. Bref, il va pouvoir générer mieux son délai. Puis nous, à ce moment-là, ça va nous permettre aussi de faire des ventes récurrentes en faisant un peu d'efforts. Fait que s'il fait une prolongation de contrat, bien à ce moment-là, on fait juste envoyer une facture puis on reste au bureau, nous autres ici. T'sais. Fait que c'est un win-win situation à quelque part. Puis à un moment donné, ce qu'on a compris, puis c'est ça la base de tout ça, c'est que nos structures en aluminium, ils vont s'auto-payer.
Ouais. Puis ces structures-là vont devenir du gravy qu'on appelle dans notre jargon parce que la structure, elle est payée. L'amortissement est super vieil, là. Voilà, exactement. Puis c'est de l'aluminium, donc ça va pas rouille mourir, pas, ça va pas rouiller. Tu peux le repeinturer. Ben, exactement ça. Fait que éventuellement, le produit aussi, il va évoluer. On va arriver avec des produits peinturés de différentes couleurs pour pouvoir l'adapter à différents... T'es sûr tu veux... Je pense que je vais le prendre. Ben, vas-y, pas de problème. Comme vous voyez, la vie d'entrepreneur, ça n'arrête jamais, même durant les podcasts. Non, lui, je vais le... Ben, j'aime parler de mon entreprise, c'est sûr. Mais... T'es naturel, man. Ben, t'es gentil. Mais ça, c'est mon entreprise, puis genre, tu sais, je la connais, mon entreprise, c'est que je l'ai tellement faite que des fois, c'est ça la problématique, c'est que je suis tellement dedans que des fois, ça me prendrait des gens de l'extérieur pour m'amener ailleurs. Je sais pas ce que je veux dire. Oh, OK. Tu sais, des fois, quand je vais, comme là, en fin de semaine, je suis allé au camping à Havana Resort, tu sais, que tout le monde parle à. Tu sais, fait que je suis allé avec mes enfants, tu sais. C'est super, l'événement, l'animation est parfaite. Mais le gars met tellement de temps dans son animation, puis son maudit train, que ses toilettes sont dégueulasses, puis son parc est désuet, tu sais. Entre un enfant qui tombe au parc parce que ton parc est désuet, puis faire un tour de train, mets un employé dans ton train, puis il va réparer ton parc, man. Ouais. Tu sais, t'es trop dedans à un moment donné, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il est trop dedans dans l'animation puis son train qu'il voit plus les petits détails à faire dans son entreprise. Sens-tu que t'es comme ça, toi? J'essaie le moins possible. Fait que j'essaie d'avoir le plus possible du personnel dans chacun des postes pour pouvoir être en train d'évaluer... La macro-vision. Ouais, exact. Au lieu de la micro-vision. Voilà. Alors, t'es pas quelqu'un qui est sur le dos de tes employés très souvent. Non, jamais même. Même que j'essaie le plus souvent d'être à l'écoute de mes employés. D'ailleurs, un bel exemple que tu m'amènes. J'ai une nouvelle employée qui se fait quoi? 1 mois et demi qu'elle est là, tu sais. Puis on est allé en vacances, on lui a donné une grosse charge de travail, elle a répondu à l'appel, elle était super bonne. Là, j'étais allé en vacances vendredi, j'ai mis la switch à off, je ne l'ai pas dit à personne, je ne l'ai pas dit à elle, la nouvelle adjointe, puis on est parti en vacances, j'ai amené ma conjointe adjointe aussi, tu sais. Fait que là, la charge de travail était élevée, tu sais. Ouais. Mais moi, je t'avais mis la switch à off, j'étais en vacances, j'étais bien. Mais quand je suis revenu lundi, pas penser à ça, moi, la fin de semaine est finie, tout a bien été, tu sais. Mais il y a des gens dans mon personnel pendant ce temps-là qui ont levé les, tu sais, qui ont fait des pieds puis des mains pour que ça fonctionne, tu sais. Mais moi, je m'en suis pas rendu compte. Mais par chance, ces gens-là sont assez gentils pour venir me voir puis me dire le lundi, « Hey Mathieu, quand t'es parti, ça aurait été le fun que tu nous avertisses, puis by the way, il s'est passé ça, tu sais. » Là, ça te remet à te dire, écoute, ces gens-là sont compétents, ils ont fait du bon travail, ils méritent une tape dans le dos aujourd'hui. C'est important que tu leur dises merci, puis tu leur dises qu'ils font du bon travail, puis que tu rattrapes la balle au rebond, puis que tu leur montres que tu es capable toi aussi de pousser la machine quand c'est le temps de pousser la machine. Je comprends. Fait que c'est un peu ça l'idée. Moi aussi, fait que tout le monde a eu off vendredi cette semaine. Non. Je prends par l'exemple, puis ils vont avoir, ben là, tu vois, j'ai acheté des gears, j'ai acheté des chandails de compagnie, des choses de compagnie, fait qu'ils vont avoir des petits cadeaux aussi éventuellement de ça, de gentillesse, tu sais, voici des gears, puis c'est le fun pour eux autres, c'est le fun pour mon entreprise aussi. Ouais. Mais même, ça c'est un autre exemple, parenthèse, je suis prompt pour ça, de faire des activités durant l'année, je les amène à cabane à sucre, c'est payé par l'entreprise, tu sais, de faire des activités qui nous permettent de passer un petit peu plus de temps ensemble que juste se voir 1 heure le matin. Apprendre à se connaître. Exactement ça. Bâtir une culture familiale, si on veut. Voilà. Puis même quand je fais des meetings avec mes gars le matin, c'est des courts meetings, puis je leur dis tout le temps, les gars, vous venez ici, c'est parfait, là. Mais c'est important que vous ayez un sideline dans la vie. C'est pas juste être pancarte express. Là, ouais. Ça vous prend du gravy. Là. Le coût de la vie monte tellement. J'aimerais ça vous donner des salaires et pour vous dire, OK, on est tous riches, on en fait de la grosse argent, mais on a une réalité à suivre. Là. J'ai à un moment donné des braquettes salariales que je dois respecter. Ouais. Vous êtes assez fin de venir travailler dans ces braquettes-là, mais si vous voulez avoir du gravy on the side puis que je peux vous aider pour aller faire des choses personnelles, je vais le faire. Exemple, j'en ai un qui est magicien. Des fois, il me dit, écoute, j'ai un show de magie, il faut que je finisse plus tôt. Pas de trouble, on va s'arranger. On est flexible. Il y en a qui ont des enfants. Écoute, mon enfant est malade. Ton enfant est plus important que poser des pancartes aujourd'hui. Si mon client ne comprend pas, on va s'arranger pour qu'il comprenne. Je veux dire, on va trouver des solutions à l'interne. Ton enfant est plus important que de poser des pancartes aujourd'hui. Okay. Fait que tu dirais que tu as une bonne relation en santé avec tes employés? Totalement. Puis j'ai pas mon roulement de personnel, il est très bas. Là. Très bas. Très bas parce que je leur donne des bonnes conditions de travail. Pourquoi je donne des bonnes conditions de travail? Parce que j'aimerais ça être traité comme ça, comme employé, tout simplement. Mais c'est fou que tu aies compris tous ces principes de vie-là avec une seule entreprise parce que, tu sais, il y en a, à un certain moment donné, ils deviennent confortables dans notre entreprise puis ils oublient les employés. Là, ils sont comme, ben là, regarde, moi, j'ai parti ça tout seul, puis c'était dur tout seul, puis c'est moi qui ai pleuré tout seul, fait que je suis tout seul. Fait que là, tu sais, je veux pas dire les problèmes, mais la réalité des autres employés,
de son staff, ben c'est pas trop là, puis si t'es pas content, ben la porte est là, tu sais. Ça, c'est une mentalité qui va toujours rester parce que l'entrepreneuriat, c'est extrêmement difficile. Puis je comprends aussi là, de quelqu'un qui a bougé toute sa vie pour arriver à quelque chose. Mais toi, Day One, première entreprise, tu as compris beaucoup de principes. Pourquoi tu penses que tu as compris autant de principes rapidement? Le pourquoi, c'est une bonne question. Je pense que je me suis fait beaucoup confiance aussi là-dedans. Puis encore une fois, moi, quand j'étais en administration aux études, là, j'essayais de me projeter. Quand on m'apprenait quelque chose en administration, là, j'essayais de me projeter, de dire, OK, dans mon entreprise, comment je vais mettre ça en valeur? Comment je vais mettre ça en pratique? Tu sais? Mais j'étais moins bon en français, par exemple, puis en philosophie. Tu sais? Comment je veux dire? Parce que j'arrivais pas à mettre ça en branle. Oui, mais je me mets à me projeter avec le français. Puis pourtant, aujourd'hui, le français est tellement important, mais maintenant, tous les autocorrecteurs nous aident à faire du français aussi. Je ne dis pas que c'est pas important le français, mais je veux dire, le marketing qui m'apportait, les connaissances que les études m'apportaient, j'essaie tout le temps de me projeter là-dedans. Puis il y a quelque part aussi, je voulais être confortable, je veux que mes employés sont confortables, puis je suis pas là pour manger à la laine sur le dos à personne. Je pourrais être bien plus riche que je le suis, là. Mes employés seraient bien moins riches, puis j'aurais sûrement un plus gros roulement de staff. Ouais. À quelque part, il faut faut en laisser partir, il faut laisser aller des choses pour... Comme on dit, on en prend, après on en laisse. Ah oui, puis moi, c'est du day-to-day. Là. Sometimes I win, sometimes I lose. Il faut juste qu'à un moment donné, tu gagnes plus souvent que tu perds. Ouais, c'est ça le calcul, tu sais. Puis c'est normal de perdre à un moment donné. Là. Puis c'est normal qu'un client soit pas content parce que tu as fait une erreur. Quand tu en fais beaucoup, là, je dis à mes employés, là, je dis, on fait 100 demandes par jour, guys, OK? 100 demandes par jour. Il y en a une qui n'est pas complétée comme il faut, mon téléphone va sonner. Les 99 autres vont pas appeler pour dire que vous avez fait une belle job, là. Mais c'est ça la vie, tu sais. Je veux dire, c'est correct, puis on est un service, fait que t'as tous les droits du monde si t'es la une personne d'appeler et de dire qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi, puis on va te guider, on va te répondre avec toute la transparence du monde, on va pas te compter de menterie, là. Évidemment. Ça fait partie de la vie, il est arrivé peut-être une erreur, un pourquoi, on va te dire la vérité, mais là, c'est du cas par cas, là, tu sais. T'as aussi, il y a un dicton en anglais qui dit « Don't mix pleasure with business ». Mais toi, tu mélanges le plaisir avec la business parce que ta conjointe travaille avec toi. Comment tu fais pour gérer... Une autre bonne question. Je pense que c'est dans ma vision. Quand j'étais plus jeune, pour moi, je voulais avoir une conjointe qui avait le goût d'être en entreprise avec moi, qui avait le goût de croire à mon projet. Donc, tu sais, puis je ne l'ai pas obligée. Là, elle avait déjà un travail quand je l'ai rencontrée. C'est pas ça qu'elle m'a dit. À un moment donné, ben, quand son travail... je pense qu'il y a eu des coupures à son travail. Puis là, tu sais, j'ai fait une proposition. Puis tu sais, quand tu engages quelqu'un dans une petite PME, tu n'as pas les moyens de les payer, ces gens-là. Tu prends un risque aussi. Mais ces gens-là t'amènent à faire plus de revenus. Ouais. Fait que c'est un peu la même idée que d'engager Pancarte Express. Nous autres, on est là pour t'amener à gagner du temps pour faire plus de revenus. Ouais. Fait que quand j'engageais des gens, chaque fois que j'engageais des gens, c'est pour augmenter mes revenus. Fait que si j'augmente pas mes revenus, ça vaut pas la peine. T'sais, là, je suis en recherche de personnel ces temps-ci. Je suis en recherche de personnel maintenant pour aller chercher des ventes, pour diversifier un peu mon dialogue à moi, pour avoir quelqu'un de l'extérieur qui vienne. Fait que tu sais, quand même, moi, j'ai choisi d'avoir une conjointe à l'interne, c'était déjà choisi, c'était prévu d'avance, ça me faisait plaisir qu'elle sache mes chiffres, ça me faisait plaisir qu'elle sache mes ventes. Pour moi, c'était important qu'on travaille ensemble, tu sais. Fait que tout ça, pour moi, c'était une réalité. T'sais. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On parle beaucoup d'entreprises. C'est sûr que des fois, on parle trop d'entreprises. On parle moins de nous autres. T'sais. Le couple, oui. Oui, exactement. Fait que, on parle d'entreprise des enfants, mais on parle moins de notre couple. Puis même, par exemple, ça va vite. Là, on se connaît bien, on travaille bien ensemble, on sait où on va, on a nos tâches, on sait quoi gérer. Ça me permet aussi d'être beaucoup dans le développement de l'entreprise puis dans la connaissance de est-ce que tout est à la bonne place présentement. Puis aussi... À quelque part, moi, je suis 100% actionnaire de mon entreprise. Okay. À la base, je ne l'étais pas. On était 2 actionnaires. J'ai racheté mon autre partenaire parce qu'il est allé chez Hydro-Québec, il y a eu des belles offres d'emploi, il y a eu des opportunités. Puis moi, je voulais poursuivre le projet, fait que j'ai racheté avec le temps. Puis, tu vois, quand j'ai parti ça, j'avais 25 cents dans les poches. Puis j'ai racheté ça, 5 ans après, j'ai racheté ça 10 000 le 50%. Ouais. Puis aujourd'hui, on fait des chiffres d'affaires qui vont tourner autour du 1 million de dollars en service. Je n'achète pas de produits, j'ai pas d'inventaire à acheter. Là, ouais. Fait que c'est quand même très bon. J'ai des amis qui ont des entreprises de 1,2 million de chiffre d'affaires, mais ils font 20 % de profit là-dessus. Ouais. Parce que, le bottom line est important. Oui, c'est exactement. Même les entreprises de construction qui disent qu'ils ont des gros chiffres de millions de chiffres d'affaires, mais ils ne disent pas combien ils dépensent nécessairement dans leur année non plus, pour qu'est-ce qu'il en reste de profit au bout de la ligne. Oui, le bottom line là, est très important. C'est pour ça qu'on travaille. Puis j'avais justement une conversation avec
un entrepreneur dans le domaine du transport, qui est un domaine qui est assez difficile ces temps-ci. Écoute, il y a 6 camions qui roulent. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus petit. Puis les gars, ils roulent quand même à temps plein. Puis, tu sais, il y a 6 camions, Puis j'ai dit, combien t'as fait cette année, genre, pour le fun, pour la gestion de tout ça? Puis il me dit une affaire comme 80 000. Mais 80 000, là, genre, il a tiré tous les paramètres possibles de ses états financiers pour pouvoir se payer 80 000 Puis il fait des semaines intenses, là. Pour 80 000, j'ai dit, ben pourquoi tu ferais pas juste prendre un camion, vendre le reste, puis le faire toi-même? Tu vas faire plus d'argent, tu sais. Là, il est comme, ouais, mais tu sais, il faut grossir, il faut grossir de façon intelligente, tu sais. Il faut que tu saches connaître ton profil aussi. Tantôt, tu me demandais pourquoi ma conjointe. Moi, là, je voulais avoir une entreprise, j'appelle ça familiale. Mon père a déjà travaillé avec moi, mon oncle travaille des fois avec moi, le beau-père travaille avec moi, la belle-mère travaille avec moi. J'aime ça engager des gens de la famille parce qu'on est des gens proches. Quand on se voit, c'est plus facile aussi de gérer ces affaires-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, j'ai des jeunes enfants. C'est le fun pour moi d'avoir une entreprise familiale. Je suis disponible, mes enfants. Anytime, la garderie m'appelle. Anytime, je suis disponible. Ma blonde peut y aller aussi anytime. On est flexible dans... Ton staff est mature. Ben exactement ça. Puis aussi, le fait d'avoir une entreprise familiale, c'est que mon revenu est plutôt fixe. Que je manque ou pas, que mon enfant soit malade ou pas, mon revenu est fixe. Parce que je suis propriétaire de mon entreprise à salaire fixe. Je suis salarié aussi de mon entreprise avec plus des dividendes. Mais ma conjointe ici, elle a un salaire fixe que l'entreprise peut se permettre. Puis je suggère à tout le monde qui veut partir d'une entreprise de savoir un salaire fixe, juste pour se faire appeler monsieur, madame à la banque. C'est ça. Sinon, on travaille un peu dans le beurre, malheureusement, parce qu'à la banque, on donne, ouais, mais tes revenus ne sont pas, à chaque année, sont différents, ça varie. Regarde, j'ai un salaire fixe, puis j'ai des revenus d'entreprise. Les autres, ils se fient sur mes salaires fixes. Évidemment, pour l'hypothèque personnelle, Ben voilà, ils m'appellent Monsieur Parisien quand je vais à la banque, puis ils sont comme, vous faites de l'argent, on le voit ici, c'est prouvé. On est correct, sur le P4, c'est ça. C'est important. Fait que oui, moi, je prône aussi l'entreprise familiale, puis pour combler un peu la boucle de ce qu'il vient de dire, tu sais, dans ma vision, là, j'aurais pu avoir des succursales à Joliette, à La Chute. Je m'en venais. J'aurais pu, puis je pourrais encore le faire, mais c'est pas ma vision. Puis j'aurais pu aussi à l'inverse avoir la vision, puis je l'ai souvent dit avec ma conjointe, est-ce qu'on ferme notre boîte puis on se dit, nous autres, notre territoire, c'est Montréal. Puis si tu m'appelles à l'extérieur de Montréal, on le fait pas. C'est Montréal. T'sais, on pourrait se mettre dans une boîte, mais c'est pas ça qu'on a choisi. T'sais, on a choisi un Montréal métropolitain, c'est ce qu'on va respecter. On a des opportunités à Québec, on les a regardées. On a des opportunités en Ontario, on les a regardées. On a dit non, on veut pas y aller. Parce que ça nous éloigne, puis ça nous met une charge de temps, puis une charge sur la famille quelque part. Puis c'est des choix qu'on fait, là, parce qu'on aurait pu choisir ces choses-là, puis on aurait pu aller dans ces voies-là, puis ça nous aurait sûrement amené ailleurs. Tu peux encore. Totalement. On aurait pu, mais l'opportunité est très là. Puis ton argument est très bon. Puis un jour, moi, je pense que mon entreprise va grossir par acquisition. Si j'ai le goût de le faire. Ou sinon, ça va être d'autres gens qui vont acquérir mon entreprise pour avoir des services d'installation encore plus gros. La consolidation, comme tu as fait avec Frame. Comme avec Frame ou comme Couche-Tard fait avec 7-Eleven ces temps-ci qu'on entend des nouvelles. Ils achètent plus gros que lui parce qu'ils ont la capacité de le faire, puis les connaissances, puis les compétences de le faire. Fait que j'ai pas de problème si un plus petit joueur veut acheter mon entreprise parce qu'il sent qu'il a les moyens de le faire, mais peut-être qu'un jour, c'est moi qui vais aller dans l'autre optique. Mais encore là, dans le choix personnel, moi, mon choix, c'est de passer beaucoup de temps avec mes enfants. Fait que pour ça, il faut que je sois disponible. Je suis disponible à 4 heures, disponible les fins de semaine. Ça me fait plaisir de passer du temps avec mes enfants. Fait que moi, tant que mes enfants vont dire oui, je vais passer du temps avec ton papa, ça va être ma boîte, ça va être Montréal métropolitain. Puis là, ça fait combien de temps exactement que Day One, que ça existe? Day One, sur toute réserve, on l'a incorporé l'entreprise en 2005. Mais il y avait un petit peu avant ça, ça marinait avant ça? Oui, avant ça marinait, mais le côté qu'on voulait avoir une entreprise, facturation, puis avoir aussi, vu qu'on était 2 partenaires, on a dit OK, c'est important nous autres de l'incorporer la chose. Fait qu'on a essayé aussi de faire ça le plus legit possible en démarrage. OK. Parfait. C'est sûr qu'il y a eu des petits... encore une fois, quand j'ai vendu des bracelets, puis on m'a dit que j'avais pas le droit quand j'étais jeune. Au début, ça a commencé. Fait que, au début, il faut que tu apprennes à avoir une comptabilité, puis faire tes impôts qui appellent.
Tes impôts d'entreprise qu'ils appellent. Je sais pas c'est quoi ça. Fait que, une chose à ne pas faire, c'est d'oublier de faire tes impôts d'entreprise. Ça peut coûter cher dans la vie. OK? Ouais. Fait que, tu sais, quand tu commences, au début, tu fais beaucoup de facturation, tu es dans l'action, puis à un moment donné, le gouvernement dit c'est quand est-ce que tu renvoies tes TPS, TVQ. Ouais. Fait que là, c'est là qu'il faut que tu comprennes qu'il y a une côté Gestion. gestion. Puis malheureusement, pour que ton côté gestion soit viable, il faut que ta facturation vienne avec. Tarification, je devrais dire, vienne avec. Fait qu'il faut que tu augmentes ta tarification parce que tu vas engager des gens, là. Ouais. Parce que toi, tu vas être sur le terrain, puis tu vas être en train d'appeler des gens, Ouais. puis tu vas être dans le moment de faire de la business et pas en train de gérer l'administration en arrière. Tu n'as pas le choix d'en faire au début. Ouais. OK? Mais à un moment donné, c'est déléguant ça que tu deviens meilleur parce que tu fais plus de téléphone pour augmenter tes ventes. Oui, évidemment. Ouais. Puis au début, puis je m'en viens sur une série de questions sur l'entrepreneuriat, tout ça. Ouais. Au début, là, c'était quoi qui était dur pour vous? Vous étiez partis à 2. Là, qu'est-ce qui était tough au début? Au début, c'était de se déléguer qui fait quoi. OK. Puis quand, qui fait quoi. Là, c'est plus à mon tour, c'est à ton tour. Hier, c'était moi, non, c'est toi. T'sais. À un moment donné, c'est comme non, on fait plus. C'est plus un peu une garde partagée. Là, ouais. On a une entreprise. Là, à un moment donné, on s'est parlé dans le blanc des yeux, puis on s'est dit on se doit en tout temps de faire le maximum pour que le service soit rendu au client. Ouais. Sinon, cette entreprise-là ne sera jamais viable. Parce que si on ne rend pas le service nécessaire, le téléphone va arrêter de sonner. Évidemment. Puis le client va débrancher. Tu peux pas dire non, parce que dès que tu dis non, c'est fini. Encore là, je suis pas d'accord. Maintenant, tu as la notoriété de dire non. Quand tu commences. Oui, mais en quelque part, il faut que tu saches aussi donner tes limites quand tu commences. D'où le principe de dire je suis toujours fermé les week-ends, mais exceptionnellement, des fois, pour te rendre service, je vais le faire. Comment l'approche est importante. Voilà. Est-ce que tu comprends la différence? Évidemment. On n'est pas toujours dans le oui, on est fermé, mais exceptionnellement, on peut te rendre service. Pour toi. Pour toi. C'est ça. Fait que c'est Georges, ça. Non, au contraire, Georges, c'est des gens assidus. Eux autres, ils savent ce qu'ils font, ils ont une procédure, ils sont A1. C'est ça. Les gens de fin de semaine, c'est parce que des fois, ils sont un petit peu dernière minute. Ils ont manqué de temps. Ouais. Ben, regarde, c'est parce qu'il y avait du trafic. Puis là, ils t'appellent parce qu'ils veulent plus avoir de trafic. Leur préparation. On a une visite libre en fin de semaine qui vient de popper là, vendredi 4 heures. On veut une visite libre en fin de semaine, mais moi, je suis fermé en fin de semaine. Il faut que ça prenne de l'affichage qui se rend sur place. Là. Évidemment. Fait que c'est un peu ça l'idée de se dire comment on peut essayer d'accommoder les gens. Mais le fait que mon équipe est large, puis qu'elle est grande, puis que je suis habitué, bien, on est intelligent. Là, on va laisser des ajouts visites libres dans les autos, dans les camions des gars, puis on va essayer d'accommoder les gens de façon rapide, au lieu d'envoyer quelqu'un à la fin de semaine puis de charger la totale. Oui, évidemment, mais ça, c'est les trucs du métier que tu as appris sur le tas. Bien, au début, tu ne sais jamais ça. D'où le principe que tu dis au début, comment ça a été les difficultés, c'est de dire qui fait quoi. Bien, c'est important de mettre le client en priorité. Oui, toujours. Ouais. Puis, suite à l'acquisition de ton partenaire qui est arrivé, la relation est-tu toujours bonne avec cet ancien actionnaire-là? Est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il a voulu revenir à un certain point? Parce que, bon, une entreprise à succès, c'est ça qui est ça, là, je pense que c'est un choix personnel. Fait que je pense que dans la vie, il ne faut pas que tu regrettes rien. Puis non, mais il y a eu des belles opportunités. Puis aujourd'hui, il est rendu ailleurs. Là, il a fait de l'immobilier, il a fait des flips, il a fait d'autres choses. Il s'est rendu ailleurs. Ses enfants sont déjà plus grands que les miens. C'est des enfants souvent que tu vas voir aux Olympiques. Oui, OK. Il ne regrette rien de son parcours. Puis c'est parfait comme ça, puis moi, je me voyais pas faire d'autres choses, Okay. Fait que j'avais pas d'autres opportunités. Puis aujourd'hui, je pense qu'il reviendrait même pas, là, Il n'y a pas de regret non plus, puis je pense qu'il est juste fier puis content que je sois rendu là quelque part, là, puis j'ose le croire, là. Puis quand on se rencontre, ben c'est souvent, c'est un ami d'enfance, c'est friendly, c'est le fun, puis quand on en parle, c'est comme, hey man, si on pose des pancartes, les rendus là, c'est capoté, là, on n'a pas inventé la roue, man, on est rendu capoté, on a 300 clients, le téléphone sonne, mais on est bon, on donne du service, on est là pour les gens. Là, c'est fun que tu aies pu garder une belle relation avec une sortie d'entreprise. Totalement. Que les deux ont respecté les parties. Oui, puis je pense que les deux, on n'a pas été gourmands. Quand il est sorti, c'était de commun accord, puis on était intelligents. Je dis, OK, Francis, peut-être que tu mets moins de temps là-dedans. Tu penses-tu que tu as encore l'énergie puis le goût de le faire? Peut-être de moins en moins. Bon, combien ça vaut aujourd'hui? Combien ça va valoir dans... À un moment donné, je veux bien t'acquérir, mais il faut que ça soit aussi d'une façon que je suis capable de te payer. Fait qu'au bout de la ligne, on a fait ça de façon
amical, puis de façon professionnelle. À l'amiable, ouais. Ben oui, parce qu'on est incorporé aussi, là, fait que c'est un livret noir, c'est géré par un comptable commercial. Fait que, ça. on fait, puis à la base, c'est ça, on veut faire bien les choses. Ouais. Parce que aussi, je me rends compte que j'ai des partenaires installateurs qui sont enregistrés, puis des fois, quand il arrive à un certain volume, bien là, tout rentre sur leur nom personnel, puis là, ça crée des revenus qui sont pas vraiment des revenus legit avec la banque. Là, tu veux payer un employé, là, ça te demande compliqué parce que tu payes un employé de ta poche directement. Ouais. Fait que, tu sais, le fait d'avoir incorporé, moi, j'aime ça beaucoup, que ce soit une entreprise. Elle a son fonds de rendement, elle a ses dépenses, j'ai mes dépenses, j'ai mes revenus, tu sais, c'est... Tout est compartimentalisé, propre. Voilà, puis chacun fait ses besoins. Tu sais, moi, j'ai mon salaire, il est équitable pour qu'est-ce que j'ai besoin. Des fois, même ma conjointe, elle va me dire, on va augmenter le salaire. Je dis, là, présentement, je n'ai pas besoin. Là, tu sais, j'aime mieux que l'argent reste dans l'entreprise pour que je puisse réinvestir puis grossir pour des projets comme Frame, qui a acheté des structures pour développer aussi les produits. Là, tu sais, actuellement, on a acheté ça, mais là, il n'y a pas assez de monde qui le connaît. Le but, ça va être de le faire connaître, de faire du marketing, de préparer le site web, d'aller voir les gens, de segmenter aussi, parce que notre produit, tantôt, je disais, bon, notre produit, c'est des structures d'affichage. On l'utilise pour des événements. Par exemple, on l'a loué à la Chine, 9 structures pour l'événement. Tu sais, 9 structures location qui coûtent 1000$, c'est rien pour eux autres dans le sens qu'il aurait fallu qu'ils montent 9 structures en bois. Là. Il a fallu qu'ils aient acheté le bois de 9 structures. Montez ça. Et à la fin de semaine, envoyez ça aux poubelles. Mon Dieu, c'est complètement ridicule. Là, fait que le produit Frame a sa place, il a sa niche. Là, on parle d'événementiel, mais ça peut être plein de choses. Ouais, un événement corpo, voilà. tenir une toile. Ah ben oui, oui, exactement. Les politiciens, quand ils font un petit scrum, les politiciens, quand ils vont faire justement des élections, est-ce qu'ils veulent une structure temporaire? C'est là, un mois, ben, louez-les campagne structures. Ben voilà, tu sais, fait que tout ça, on va segmenter notre produit, on va l'ajuster pour le segmenter à différentes choses. Mais là, habituellement, on n'est pas assez connu, mais le produit fait déjà ses preuves avec Pancarte Express puis notre clientèle. Le produit fait du sens. Voilà, exactement. Puis quand je rencontre des gens, tu sais, je leur dis tout le temps, moi, Pancarte Express, là, je suis un petit joueur dans tout ce qui est l'affichage grand format. Puis j'en ai 44 en location là, sur le territoire. Là, puis ils roulent. Là, la location finie, je la prends, je la mets ailleurs. Donc mes structures s'auto-payent tout seul. Je n'amène rien à la poubelle présentement parce que ça retourne dans un sac, je le transporte, au pire je le mets à l'entrepôt, je reçois un cas, je le sors. Ouais, c'est pas périssable. Là, puis le roulement, le fait que mon personnel, là, c'est pas de perte de temps, là, c'est ultra rapide. Fait que moi, je suis capable d'en coller plus, je suis capable de faire du volume. Ce produit-là me génère des ventes, tout simplement. Ouais. Fait que éventuellement, des gens vont allumer une switch, vont se dire, écoute, moi de l'affichage temporaire, ça me tente. T'es à la maison, tu veux avoir une entreprise, l'affichage temporaire, ça te tente. T'achètes des produits, t'es loup, puis t'es relou, puis t'es relou, puis t'es relou. Là. C'est pas, t'es capable de faire ça, là, c'est pas compliqué. Là. En plus, on a une petite vidéo, tu sais, le client peut juste la louer, la structure. Il regarde les vidéos sur YouTube, il la monte tout seul. Oh, wow. Je peux la rechercher à la fin, il la démonte, il remet dans mon sac. Merci, c'est parfait. Tu le shipperais-tu à la maison du client, mettons? Oui, on peut le shipper, il peut venir le ramasser à notre shop. C'est vrai. Ben oui. Tant qu'à aller chercher du bois au Réno Dépôt, là, viens chercher une structure préassemblée dans un sac chez nous. Okay. Tu pars avec ton sac, tu arrives là-bas, schlac, tu l'ouvres, tu mets ton panneau dessus. Toi, tu as vraiment compris le principe de clé en main, en fait. Ben voilà. Toi, c'est fait, on paye, tout est arrangé. Il n'y a plus rien à faire. D'où le principe que moi, j'ai évalué le besoin du client. Tu sais, je me dis, ce besoin-là, il est réel. Peut-être qu'il n'est pas crié haut et fort, mais il est présent. D'où le principe de les courtiers immobiliers ne vont pas dire haut et fort, ouais, j'ai besoin de quelqu'un pour poser mes pancartes. Mais quand tu les approches pour leur en parler, ça dit, ça fait du sens. Puis là, tu parles, tu argumentes, comment on pourrait dire ça, de façon, je ne veux pas dire argumenter comme tu as besoin de faire ça, mais faire une prise de réalisation que dans le fond, ben, tu dépenses plus d'argent dans ton char qu'à aller poser la pancarte que moi je le fais. Puis regarde, moi, il y a 10 personnes qui l'ont fait. Là. Je fais ça prend 2 minutes. Là. Ben, tu vois, en peu de temps, tu as compris une grosse partie de ma business qui est, tu sais, juste du sens. Ça te coûte le même prix à aller tout seul que la facture que je vais t'envoyer. Ouais. Est-ce que tu veux encore y aller tout seul ou tu veux m'envoyer ta demande? Dans le fond, tu sauves du temps. Puis du temps, tu étais plus productif à... Voilà. OK. Moi, je sauve du temps avec ma comptabilité. Je pourrais prendre un cours de comptabilité, mais pendant ce temps-là, je ne fais pas de vente. Ouais.
j'aime mieux engager une Puis comptable. tu peux pas tout savoir non plus. Là. Voilà. Tu sais, il faut vraiment... Puis ça, tu l'as compris aussi. Je suis vraiment impressionné par ton personnage de... Je suis Faberglass en ce moment. Ouais, je tombe à terre. Ben, pas de ma chaise, je suis encore dessus. Mais de la prise de réalisation puis la maturité de ton parcours d'entrepreneur, on dirait que tu as fait un sans faute, mais c'est pas vrai. Tu sais, je le vois qu'il y a eu des difficultés. Ben oui, puis il y en a encore aujourd'hui. Oui, mais c'est un ongoing process. Ça va toujours arriver, mais on dirait que les problèmes te défoncent, littéralement. Ben, j'essaie de les voir aussi d'avance. Puis comme tu dis tantôt aussi, c'est d'être le premier en avant, d'être le premier de la parade. Là, avant, on a passé du Purley, on a eu les GPS, on a eu Google Maps qui sont arrivés, on a eu l'arrivée des sites web. Mais là, à un moment donné, les sites web aussi ont évolué. Puis je me dis, OK, mon site web, il est-tu à jour? N'importe qui peut faire la même chose que moi au site web. Là, j'ai moyen de l'amener ailleurs, mon site web. Fait que c'est un peu ça l'idée. Puis même que j'étais allé plus loin que ça, là, je me suis dit, encore une fois, je suis pas tout seul à avoir compris ça, poser des pancartes. Il y a de l'argent à faire avec ça. Aux États-Unis, là, il y a une grosse vache à lait qui existe. Là, aux États-Unis, ils ont créé des programmes. Tu as juste besoin de l'acheter, le programme, là, puis eux autres, ils font une application. Tu mets ton petit logo dessus. Ils sont rendus... Les États-Unis, ils sont rendus ailleurs. Là. Ils ont compris, ils ont investi là-dedans parce qu'ils ont du volume, ils ont du monde là-dedans. T'sais. Puis toi, est-ce que tu t'es basé sur eux? En fait, c'est une très bonne question. Encore là, j'étais dans l'écoute. Fait que j'ai appelé ces gens-là, j'ai fait des Google Meet en anglais, puis ils m'ont parlé de comment ils fonctionnent dans leur secteur. Wow. Puis ça m'a créé à comprendre des problématiques que j'ai chez nous, que eux autres, ils ont trouvé des solutions. Ouais, mais ils sont en avant. Fait que toi, tu viens de te renseigner. Ben, c'est ça. C'est le fun qu'il y ait l'ouverture de faire ça aussi. Ben oui, puis à quelque part, tu te dis, OK, est-ce que j'ai le goût de travailler avec eux autres? Je pourrais, en investissant avec eux autres. Mais là, j'avais déjà investi ailleurs dans un nouveau site web que j'ai pris la décision d'investir dans mes propres choses. Mais j'aurais pu investir dans leur programme, puis aller avec eux autres, puis mettre ça en français, puis avoir ma propre business. C'est aussi, tu sais. Question de volume aussi là-dedans, tu sais. Mais à quelque part, c'est de trouver des solutions, de dire, OK, ils ont des bonnes idées. Est-ce que je suis capable de faire ça à plus petite échelle, à plus petit coût? Ouais. C'est un peu ça l'idée, tu sais. Puis là, on en a parlé brièvement, puis on a dit au début, puis je le mime, crayon, papier. Très important. C'est quoi les plans d'expansion s'il y en a? Parce que tu sais, j'ai compris que tu veux garder ça familial. D'ailleurs, Maxime Desormeaux, très bon podcast, a la même philosophie d'entreprise pour la boîte immobilière, grossir organiquement, tranquillement. Ouais. Est-ce que tu veux toujours grossir Pancarte Express ou c'est à un niveau où tu dis, ben, je suis confortable avec ça? Peut-être que j'ai pas envie de segmenter mon marché parce que c'est d'autres problèmes de mal de tête. Est-ce que tu as une ouverture à une expansion ou tu l'amènerais dans 5-10 ans? Genre? Très bonne question. J'ai toujours de l'ouverture à faire de l'expansion, mais effectivement, je vote pour le graduel parce que je veux que mon service soit... Impeccable. Puis c'est toujours le client qui est mis de l'avant, tu sais. Puis, tu sais, encore une fois, la semaine dernière, j'ai signé un gros contrat avec M. Saint-Amour. Je vous salue, M. Saint-Amour, qui est dans le bout de Prévost, d'ailleurs. Et puis, c'est un client avec beaucoup de volume, tu sais. Fait il faut que je l'intègre, puis il faut que j'y prouve dès le départ que je suis compétent, tu sais. Puis ça passe par mon personnel, puis par toute ma machine, tu sais. Fait que c'est important que ce client-là soit intégré de façon considérable, tu sais, dans mon entreprise. Puis, tu sais, il y en a peut-être des courtiers là, qui on a échappé la balle, puis qu'ils nous l'ont pas dit, puis qui sont juste partis de notre entreprise, puis pourtant, tu sais, c'est pas ça qu'on veut. Nous autres, c'est la rattraper, puis on veut pas l'échapper la balle, mais malheureusement, ça l'arrive des fois, là, tu sais. On n'est pas niaiseux, c'est juste que des fois, ça l'arrive. La logique n'est pas pareille pour n'importe quel employé qui est allé sur place ou la directive était mal comprise. Tu sais, ça l'arrive des choses comme ça. Des fois, c'est même la faute des clients. Là, tu sais. Ben souvent, on le prend sur notre dos, puis on s'excuse, puis on donne le crédit, mais on le sait, des fois, c'est le client il a mal agi là-dessus. Trop late, là, vendredi 4h30. Ça peut être plein de choses. Mais nous autres, on est ouvert à la discussion. Si on ne parle pas puis tu t'en vas, là, on vient de perdre le fil. Là, la ligne a été coupée, c'est difficile de moi pour t'aider. Là, ou si tu m'appelles en beau fusil puis que tu me parles comme si j'étais un imbécile, ça se peut que moi, avec, j'ai goût de tirer à la plug et te dire ça va être correct. On va venir t'éporter tes pancartes. Ouais. Je veux dire, on a fait une erreur, on va s'excuser, on va la reprendre. On est des gens intelligents, là, on n'est pas nono. Là, mais ta question de base, c'est aussi que je vais amener ça. Pancarte Express, tantôt je te disais, puis c'est vers là que je veux tendre prochainement, c'est que je pense que je veux intégrer des gens de vente qui viennent de l'extérieur, qui ont une certaine expérience, puis qui apportent une certaine autre vision à mon entreprise. Parce que moi, ma vision, je suis trop dedans des fois.
Fait que justement, je vais avoir des gens qui arrivent un peu de l'extérieur et qui sont comme, OK, je vais la pousser comme ça, ton entreprise, j'ai remarqué telle chose, on pourrait faire ça, Ouais. avoir une ouverture. Puis à la même temps, en faisant ça, c'est que moi, je veux pousser mes produits frame, qui est mes structures d'affichage, parce que ce qui est le fun d'un produit versus un service, puis retenez ça, guys, un service, c'est plutôt local, puis un produit, ça peut être mondial. Ah, wow. Fait que c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire mon produit, bon, mondial, c'est peut-être un peu gros, mais tu sais, j'ai des projets comme j'aimerais ça que ça soit sa LPGA, j'aimerais ça que ça soit sa Ferrari, sa Formule 1, tu sais, c'est des histoires que pour moi, ça serait une fierté si mon produit fait partie de ces événements-là, qui sont des événements grandioses mondiaux, qui disent, ben oui, ton produit, on en a besoin sur mon produit, c'est un besoin qu'on a de l'affichage temporaire, écoute, c'est ça qu'on fait de l'affichage temporaire. Ben oui. On a un tournoi de golf dans telle ville, on ouvre, après ça, on emballe, puis on s'en va à l'autre place, c'est la même chose Ferrari, tu sais. Fait que c'est un peu ça l'idée de se dire, mon produit, il répond à un besoin mondial, mais pour se rendre là, on est dans le bas de l'échelle. On va être réaliste, là, tu sais. Ouais. On a encore même, on n'est pas en prototype parce que notre produit a été mis à l'épreuve, mais on veut l'améliorer, notre produit, on veut l'amener ailleurs avant de se dire, OK, à toute la population mondiale, voici notre produit. On veut quand même faire des tests d'une façon locale, mais le produit, il répond bien puis il sort bien actuellement. Ouais. Qui dit produit mondial dit problème mondial. Ah, voilà. Voilà. Mais surprenamment, au Canada, je trouve qu'on a beaucoup de programmes gratuits pour les entrepreneurs qui t'aident à aller vers l'international. Ouais. Et je me suis déjà informé, puis je vais pousser vers ça éventuellement. EDC. Mais je ne suis pas rendu encore. Comment t'as dit? EDC. EDC. Export-dépôt. OK, qui ont des programmes eux autres, justement? Absolument. Okay. Pour les marges de crédit que tu peux assurer jusqu'à 95 %. Ça s'appelle le GP Express. Bon. Je travaille 7 ans dans les banques, on peut en parler. Bien, éventuellement, c'est vers ça que je vais tendre, effectivement. Ouais. L'exportation. Oui, mais je ne veux pas faire des... Effectivement, comme tu as dit, quand tu fais des erreurs mondiales, ça coûte très cher. Ouais. Je vais prendre une parenthèse. Moi, je pense à Taiga qui sont ici à la salle. Ils ont acheté mon produit, ils l'ont mis dehors, ma structure frame. Écoute, j'ai acheté des actions. Là, je suis emballé. Moi, je me suis dit, Taiga, c'est une belle idée. Puis j'y crois encore, c'est une belle idée. Mais les actions, à la bourse, ça fait juste planter dernièrement. Là, Est-ce que ça va repartir? Je le souhaite. Là, puis je vous souhaite de l'acheter à 39 cents de l'action. Achetez-en. Ça vaut des pinottes. J'ai acheté à 10 $, moi, l'action. OK. Fait que, c'est même élevé. Là, c'est des belles entreprises. Pourquoi ça ne décolle pas? C'est parce qu'ils font des erreurs mondiales, j'ai l'impression. Je connais pas toutes. Ça commence trop big. Ben, fait que ça fait mal quand tu fais une erreur mondiale. Tu sais, le premier principe que j'ai illustré, c'est que tu as fait une étude de marché. Papier, crayon. J'ai pas l'impression que Taiga a fait papier-crayon. Tout simplement. Ils ont fait beaucoup de pushing au niveau gouvernemental pour avoir les besoins nécessaires monétaires. Puis après ça, ben une fois qu'ils sont là, wow, OK, on fait quoi? Looks good on paper. Ouais, c'est ça. T'sais. Fait que, ils n'ont peut-être pas nécessairement le personnel nécessaire pour amener ça de façon mondiale. Ben, je sais pas. Parce que là, tu sais, c'est comme un fromage avec plein de trous dedans. C'est l'impression que ça donne à n'importe quel investisseur externe qui a acheté des petites actions à la bourse. Là, là, mon argent, j'ai pas mis des gros montants là-dedans, là, mais c'est juste pour dire, je me dis, la meilleure action que j'ai achetée, c'est Dollarama. Je vous le dis tout de suite. Félicitations. À 66 $, c'est rendu à 135. Mais c'est des idées comme ça. Des moments donné, il faut que tu te dises, il faut que tu te diversifies. J'achète aussi de la crypto-monnaie là, parce que je vais te parler de la crypto-monnaie 2 secondes. Okay? Ben, on en parle pendant 10 minutes, si tu veux. Okay, J'en ai aussi, moi, mais pas un immense portfolio. Mais... La crypto-monnaie, c'est très simple. Okay? Aujourd'hui, au jour qu'on se parle, là, il y a peut-être quoi? On va dire 10 % de la population qui s'intéresse à la crypto-monnaie. Okay? Juste sur ce principe-là, que 10 % de la population qui s'intéresse, ça ne peut que juste augmenter. C'est énorme. Ça va compounder. Ça peut juste augmenter parce que c'est mondial. Fait que la crypto-monnaie elle peut être achetée par n'importe qui dans le monde. Fait que ça peut juste monter. C'est aussi niaiseux que ça. Fait que là, je l'achète, puis je ferme mes yeux, je dors bien, puis à un moment donné, dans 10 ans, je vais ouvrir mon... Ah ben, tabarnouche! Ouais, peut-être. Ben, en tout cas, il y en a qui l'ont déjà vécu, ça. Ben, totalement. Ben, moi, dans peu de temps, il n'y a pas si longtemps, mon portefeuille avait doublé. Je me suis dit, est-ce que je vends? Est-ce que je sors? Je l'ai laissé là. Il est retombé à moitié. Oui, mais tu vois, c'est comme la bonne vieille stratégie de toujours en acheter un petit peu à chaque semaine. Voilà. Moi, j'achète des actions de l'S&P 500, là, un ETF, puis je mets un petit peu à chaque semaine. Voilà. Puis là, ben, que mon prix soit haut, que mon prix soit bas. Il fait une moyenne, lui. Le bas, il fait la moyenne, mais la moyenne va
pour moi en tout cas, depuis que j'ai commencé, est supérieur à le prix présentement. OK. Ben, je vais te donner une petite stratégie d'abord pour ça, parce que moi aussi, je fais ça sur Wealthsimple. J'imagine que tu travailles là-dessus. Ouais. Bon, fait que moi, ce que je me donne comme petite stratégie, exemple, là, j'ai vendu des actions Dollarama. OK? J'avais mis un stop lead à 133,33. Wow. OK? De 66, c'était une belle ride. Puis, ouais, puis j'étais parti à 66. Fait que là, j'étais comme, faut bien que j'en vende de m'amener. Faut bien que je fasse de l'argent. Mais là, tu sais, je l'aime Dollarama. Je veux pas le vendre, je veux être dans la course. Parce que quand je vends, je sors de la course. Ouais, t'es plus dans le game. Ben, je suis plus dans le game. Fait que là, je check, il a monté à 135. Là, est-ce que je suis fâché contre moi? Oui puis non, tu sais. Fait que ce que je fais, c'est que je mets un stop buy à 123. OK. Comme ça, ben, je vais racheter mes actions à un moment donné dans la course. À un moment donné, ça va redescendre. C'est ça la bourse. Ouais. Fait que ça va redescendre à 123. Il va acheter automatiquement. Je l'ai mis pour 90 jours. Fait que dans les prochains 90 jours, On va voir. je me dis ça va sûrement redescendre. Si ça n'a pas descendu à 123, je me mettrai un stop buy plus bas, là, 125. Mais je ne le mettrai pas plus haut que 133. Je comprends. Comme ça, mon action, elle va avoir pris de la valeur encore plus. Évidemment. Voilà. Mais là, ça, t'es un gars diversifié, t'as investi. As-tu d'immobilier aussi? Non. Pas Actuellement, je suis propriétaire de mon duplex. J'ai un duplex en face de chez nous en mire parce que le propriétaire de lequel que j'ai fait un offre est décédé. OK. Pas de femme, pas d'enfant. Donc là, je suis en train de parler avec la personne qui s'occupe du testament. Ouais. Parce qu'ils veulent vendre exactement le duplex. Puis ils savent que c'est une vieille propriété qui manque d'amour puis tout, tu sais. Mais ils veulent prendre ma candidature en considération. Donc là, je suis dans le processus de regarder pour une deuxième propriété. OK. Qui m'intéresse. Mais tu sais, je veux pas avoir de parc immobilier, je veux qu'elle soit en face de chez nous parce que mes enfants vont grandir. OK. Est-ce qu'à un moment donné, les grands-parents de ma blonde vont mourir, puis là, le beau-père va vouloir déménager? Tu sais, je me garde des portes ouvertes, toujours, puis je me dis dans 10 ans, ben, encore une fois, ben, ça va prendre la valeur. Tu sais, tu aurais été un excellent médecin hein, quand je pense à ça. Pourquoi? Parce que tu es tout le temps avant de prévenir, avant de guérir. Ben, t'as pas tort. Ça, tu sais, c'est j'ai pas la patience d'étudier en médecine. Tu sais, il y a du monde, là, sont sur la plage, là, puis ils voient la vague qui arrive, puis ils le regardent, puis là, boum, ils se font claquer dans la Ils face. sont jamais en mode solution. Mais là, toi, dans le fond, tu le vois que ça commence à se ramener par là-bas, puis là, tu dis à tout le monde, il faudrait peut-être packer le parasol, là, parce que la vague, elle s'en vient. Tu comprends? Fait que, Oui. ben, je sais pas comment tu as un don, peut-être, pour le voir à chaque fois, là, mais... Mais tu vois, en plus, je me considère pas dans... oui, j'essaie d'avoir une vision, mais je suis vraiment dans le day-to-day, moi. Ouais. Puis je suis vraiment toujours en mode solution. Puis tu vois, ça, c'est un problème dans mon couple, ça. Puis dans le sens que vu que je suis en mode solution, j'ai pas une super bonne écoute. OK. Ce qui veut dire que je suis tout le temps en train de vouloir trouver une solution au lieu de juste écouter mon partenaire, tu sais. Fait que ça fait que des fois, tu sais, mon partenaire veut pas une solution. Il veut juste partager avec toi son mécontentement. Fait que, tu sais, il faut que je sois des fois plus en mode écoute. Fait que j'ai pas une très bonne écoute, d'où le principe que, puis d'ailleurs, dans notre entrevue, j'ai fait un gros effort de pas couper tes questions parce que je sais où tu t'en vas des fois avec une question, puis là, je veux finir ta question aussi niaiseux que ça. Ah ouais. Fait que j'ai pas une super bonne écoute dans un dialogue avec les gens. C'est un défaut que j'ai personnel. Est-ce que l'écoute, ce serait plus que tu n'aimes pas le silence? Non, je pense que j'aime plus la rapidité. J'ai même personnellement un débit de parler assez rapide. Donc, je suis tout le temps comme dans la rapidité, comme abouti, finis ta phrase. Ouais. Je sais où tu t'en vas avec ça. T'es ça à go. Oui, oui, dis-le, je sais, fini, on aboutit, on s'en va ailleurs, on avance. Fait qu'avec mes enfants aussi, j'ai beaucoup dans la patience. Ça me permet d'apprendre à être patient avec mes enfants. Mais là, on a parlé de tes clients un petit peu. Oui. Mais je trouve qu'on n'a pas parlé beaucoup. Ben, c'est sûr qu'on peut en parler pendant 2 heures. Mais pour toi, là, un bon client, c'est quoi? Un bon client, c'est quoi? Ouais. Qu'est-ce qui est un bon client pour ta business? C'est 2 choses. Un bon client et un bon client de ma business, c'est 2 choses pour moi. Alors, commençons un bon client pour toi, pour Mathieu. Ben, un bon client pour moi, tout passe par le respect à la base. Tu as besoin de quelque chose, ça va me faire plaisir, mais on se respecte mutuellement. J'ai déjà un client qui m'a dit « Tu m'enverras ton français en me parlant d'un de mes employés. » Puis j'ai dit « Mon français s'appelle Valentin. Ouais. Ça va me faire plaisir de te l'envoyer. » Mais on reste dans le respect. T'sais. Le message est passé quand même. Oui, puis moi, tout de suite, si je sens que c'est respectueux,
je vais pas, je vais te le faire savoir, là. Je vais te le dire comme au time-out. On n'a pas besoin de se parler comme ça. C'est pas nécessaire. Là, fait que pour moi, un bon client, ça reste dans le respect. Je vais te respecter, tu me respectes, je suis là pour te rendre service, tu as un besoin. Regarde, respecte tes facturations, je respecte mes tarifications. On se respecte là-dedans. Ouais. Tandis qu'un bon client pour mon entreprise, c'est quelqu'un qui a du volume. C'est pas plus compliqué que ça. Un courtier qui gère 125 listings ou 10 courtiers qui gèrent 12 listings. J'aime mieux le un courtier. Ouais. Parce que le un courtier, il a déjà toute une structure en place. Puis cette structure-là passe par une adjointe ultra compétente la plupart du temps. Fait que cette adjointe-là ultra compétente passe par mes adjointes ou mon adjointe ultra compétente. Fait que ça te fait un match ultra comme rapide, tu sais. Puis il faut pas se mentir, là, ces courtiers-là, ils gèrent pas juste des installations de pancartes. Là. Il y a un gars qui prend des photos, il y a une personne qui prend des mesures, tu sais. Fait que ce courtier-là, tu sais, il engage différents gens aussi pour arriver à tout mettre ça en place, pour te rendre, pour lui-même se dire, je mets mon client de l'avant. Puis pour ça, il faut qu'il y ait des gens autour de lui. Là, fait que PMML serait un bon client pour toi. Ben, c'est drôle que tu parles de PMML parce que c'est dans mes prochaines visites que je vais faire. Puis d'ailleurs, je vais dire salut à Dominique Lamarre, je vais être commanditaire pour son mastermind. Puis PMML va être sur place aussi. Ça va être des gens rencontrés pour mes produits, pour mes services. Fait que oui, c'est toutes des choses, c'est des gens qui ont du volume éventuellement. Mais tu sais, encore là, PMML, c'est un bon exemple. PMML travaille avec un de mes fournisseurs, un de mes partenaires. Fait que, tu sais, est-ce que pour moi, je veux aller chercher le contrat PMML? Ben, s'il m'appelle, je vais dire oui, parce qu'il m'appelle, ça va me faire plaisir, tu sais. Mais est-ce que je vais aller voler ce contrat-là à un de mes partenaires de travail? Pas nécessairement. Mais est-ce que j'aimerais qu'il prenne mes produits connexes dans sa chaîne? Voilà, tu sais. Fait qu'on peut tous gagner dans cette chaîne-là, tu sais. Fait que oui, qu'il prenne mes produits Frame pour que PMML les utilise parce qu'ils sont faits pour lui à quelque part, tu sais. Ouais. Lui, il va réutiliser à tonnes de copies, là. Sa structure en bois qui met aux poubelles est plus avantageuse pour là, tu sais. Fait que là, son installateur connaît mes produits, on va rencontrer le client pour qu'il connaisse nos produits aussi. Puis rendu là, ben, à un moment donné, ça va merger. Là. Tous ces gens-là vont ouvrir la switch puis ils vont se dire, ben écoute, on va de l'avant. Là. Un produit durable, un produit qu'on a besoin, un produit qu'on utilise, on va de l'avant. Fait que c'est un peu ça l'idée. Tu sais, le modèle de vouloir louer la structure Sanivac fait ça avec des toilettes chimiques. Totalement. Il y a des compagnies, je ne sais pas quelle compagnie qui loue les comptes jaunes. Arrêtez de les louer! Ben, tu as absolument raison. Puis il y en a plusieurs compagnies de stérilisation qui existent comme ça. Fait que le fait de la location, c'est parce qu'ils ont des projets de court terme. Oui, puis moi, je pense que c'est un très bon filon, la location. Mais le courtier immobilier, par exemple, va prôner l'achat. Pourquoi? Parce que lui, son dialogue, c'est d'acheter une maison, tu ne la loues pas. Ouais. Fait quelque part, il comprend qu'elle l'a acheté. Mais si on a le dialogue de dire, ouais, mais t'en as pas besoin, si on revient aux besoins, si on met le besoin de l'avant, ben peut-être que la location est une bonne idée aussi. T'sais. Mais c'est sûr que pour lui, l'achat, c'est plus important, mais l'achat veut dire inventaire, puis inventaire veut dire gestion. Voilà. Fait que, est-ce que ben, tu sais, mettons, moi, par exemple, mettons que dans ma vie, je ne sais plus si je veux rester au Québec ou je veux m'en aller dans un autre pays, puis j'ai été consultant ici en Amérique, puis là, ben, je reviens dans ma ville natale, puis je me dis, ben dans le fond, ça me tente-tu vraiment d'acheter de quoi ou je sais pas? Je vais peut-être louer de quoi en attendant. Si j'achète de quoi, c'est des frais, c'est des réparations, c'est de l'engagement. Peut-être que le temps de me faire ma tête sur ce que je veux vraiment être courtier immobilier toute ma vie, commencer à mettre l'équipement, etc. Donc, je pense que le minding de ça, de faire la location, dans ton cas, fait du sens. Puis surtout, ben que, tu sais, là, j'ai déjà vu un courtier avec genre plein de pancartes dans son char, puis tout. Puis là, il faut qu'il vienne à genre 11h le soir mettre la pancarte, c'est comme pas cool. Puis il avait oublié de la mettre, la pancarte, by the way. Ben là, il avait oublié, puis là, il dérange des gens, c'est pas à bonne heure. Son affichage n'était pas là en temps et lieu. Ouais. Sûrement qu'il est allé dernière minute parce que son client, il a dit, hey, où la pancarte qui était pas devant chez nous? Ben, tu vois, c'est avec nous autres, là, tu signes ton contrat de listing, tu es assis dans la cuisine. Pendant ce temps-là, tu prends ton petit téléphone, tu remplis une demande en ligne chez Pancarte Express, tu fais envoyer. On va être là demain, nous autres. Fait que c'est aussi simple que ça. T'sais. As-tu d'autres, peut-être, produits connexes que tu penses que tu peux rajouter à Pancarte Express, à Frame? Peut-être l'impression, vu que maintenant, tu as comme 2 divisions, tu sais, je sais pas. C'est drôle, dans ma vision des choses, pendant longtemps, ma vision des choses, je voulais créer un poteau pour les courtiers immobiliers qui n'existent pas sur le marché actuellement. OK. Mais en fait, à plusieurs recherches, je me suis rendu compte que il y a déjà beaucoup de monde, la Chine, les États-Unis, même le Québec a créé. Le Québec, le poteau blanc que tu vois, là, c'était créé par un Québécois ici, c'est pas utilisé aux États-Unis. Là, quel poteau blanc? C'est un poteau blanc, 2 morceaux. La pancarte, c'est un poteau blanc dans le milieu avec une pancarte recto-verso. Souvent aux États-Unis, ce que tu vas voir, c'est un poteau en L qui ballotte une pancarte qui va ballotter. Donc, la pancarte, elle est imprimée recto-verso, tandis qu'ici, on fait imprimer 2 panneaux qu'on colle ensemble, puis il y a un poteau au centre.
Okay. Le poteau au centre blanc, c'est un produit inventé par M. Dumontier. Je ne sais pas si vous êtes encore vivant, M. Dumontier, mais je vous salue. Et puis, c'est lui qui a inventé ça. Ouais. Et puis, il y avait le monopole pendant longtemps ici au Québec. Puis là, maintenant, le monde en vend, c'est une tonne de copies. Là, ça frôle les 50 000 unités vendues par année. Ouais, okay. Donc, ce que moi, je veux dire avec ça, c'est que je me rends compte que ce que ça fait, c'est que ce produit-là devrait être disponible chez Bureau, en gros. Oh. Alors, dans un futur proche, soyez devant votre caméra, là, ça vous tente de penser à ça, c'est ça qui va arriver. Ça prend des produits d'immobilier dans des grosses chaînes. Tu penses que ça va se faire? Ben, c'est un de mes plans, oui. OK. Mais ça va prendre l'investissement pour ça. Mais oui, c'est ça le but. D'avoir des produits d'affichage grand format, frame, et avoir des produits d'affichage petit format qui sont du self-service. Qu'est-ce que je veux dire par self-service? Ça veut dire que tu l'achètes, tu le poses toi-même. Ouais. Pas compliqué. Ça vient avec un petit plan. Comme un du proprio, fais-le toi-même. Ben, c'est drôle parce que du proprio, tu vois, ils nous appellent aussi pour des jobs. Ah ouais? Oui. Pour tout ce qui est le grand format, parce que le grand format, ben, c'est pas monsieur dans tout le monde qui vont le poser. Ouais. Sinon, ils envoient leur pancarte par la poste, eux autres. Fait que du proprio, tu reçois une pancarte par la poste, tu la visses toi-même, tu la plantes toi-même. Ouais. Mais encore là, du proprio aussi, au moment donné, ils vont évoluer dans leur affichage parce que, tu sais, est-ce qu'ils veulent. On les a rencontrés d'ailleurs dernièrement, puis on leur a dit est-ce que vous voulez changer votre image? Puis ils sont intéressés à se dire ben oui, qu'est-ce que vous avez comme produit? Fait que là, ils viennent voir nos produits pour éventuellement être plus modernes aussi là-dedans, tu sais. Fait que tout ça va évoluer dans un certain temps. Fait qu'il faut toujours être en connexe, en communication avec ces gens-là, tu sais. Tu sais, puis tu m'amènes à une question assez importante, c'est où tu vois l'évolution de ce marché-là dans le temps? Parce que, tu sais, les gens là, ont longtemps pensé que le fameux bottin, là, la brique jaune, page jaune, ça allait jamais faire mourir. L'argent a pu finir. Page jaune a eu extrêmement de difficultés dans le tournant digital. Oui. Le bottin qui était la vache à lait de page jaune ne fonctionne plus. Les grosses imprimeries de ce monde, là, ben, c'est en déclin, évidemment, par l'aspect digital. Ben oui, oui. Penses-tu que la pancarte, le fait d'aller le mettre, tout ça, va à un certain moment donné modifier, changer, puis ce serait quoi peut-être qu'il changerait? Ta question est super bonne. Pour un gars qui ne connaît pas nécessairement l'immobilier, ta question est super bonne. Parce qu'il va y avoir des problématiques d'affichage, puis effectivement, ça y a un tournant vers le numérique. Okay? Présentement, ce qu'on assiste quand tu vas dans des salons d'affichage, c'est justement ce que le monde ils veulent plus savoir, c'est l'affichage numérique, parce que c'est ce qui est le plus demandé. Okay? Puis c'est un peu un développement durable, le numérique, parce que tu le réutilises sur plusieurs projets versus un affichage, une impression, ça meurt. Alors, le numérique, oui, va prendre la place, puis ça existe déjà dans la pancarte résidentielle. Alors, ils ont pris le principe un peu du, je vais dire, du petit chevreuil à Noël que tu branches à l'extérieur. Fait que tu branches un petit chevreuil à l'extérieur, boum, ça fait des lumières. Fait qu'eux autres, ils ont fait une pancarte avec un branchement qui se branche dans du 120 dans ton branchement extérieur. Tu vas brancher, donc elle allume en tout temps, jour et nuit. Et puis, ça te donne une certaine clarté à travers ton panneau. Ah ouais. OK? Ce que ça crée, par exemple, c'est que oui, tu te diversifies sur le marché parce que tu es plus visible à quelque part, mais à quelque part aussi, tu es plus visible. Il fait noir à partir de 9 h. C'est pas qui se promène dans les rues après 9 h pour acheter des maisons, là, dans le sens que ton éclairage est plus fun dans la saison printemps-hiver, parce que là, tu as une meilleure visibilité. Mais ça va créer des problématiques. Si tout le monde passe par l'éclairage, puis que là, dans les rues, tu regardes, puis qu'il y a des effets éclairés partout, les villes vont commencer à réglementer puis à dire « Ah, trop d'éclairage sur la rue, trop d'éclairage sur ton voisin, trop d'éclairage en général. » Fait qu'ils vont vouloir réglementer la chose. Mais évidemment, oui, on s'en va vers ça. Mais là, je me dis, c'est quoi? On va mettre deux TV collés ensemble avec un poteau blanc de Mister. Comment il s'appelle? Je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'à numériser l'affichage, le photo, l'écriture dessus. Mais actuellement, c'est de l'éclairage interne. Donc, c'est de l'éclairage, fait que ton affichage est encore imprimé. Mais là, déjà là, ça coûte 250$ la pancarte, tu sais. Fait que c'est comme un plaster sur un bras pété, là. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là, surtout au niveau du coût. Mais je te dirais qu'il y a des fabricants qui travaillent beaucoup là-dedans actuellement. Avoir du numérique devant chez vous, là. Mais parce que là, après ça ouvre le marché pour un tout nouveau marché. Là. Après ça, le monde va vouloir mettre des pubs sur ce panneau-là. Tu comprends? Ça va être dilué. C'est clair. Ben moi, j'avais déjà pensé à ça, puis j'étais quand même, c'est tellement une bonne idée de mettre des pubs comme des petits écrans sur les headrests de taxi de Uber. Puis je me suis dit, ben regarde, le monde va payer, puis ça va être programmation,
puis c'est fait. Mais là, après ça, c'est l'équipement, puis tu le branches où? Puis là, tu arrives avec encore, on en parle, l'inventaire, la gestion d'inventaire. Il fait froid, fait que ça marche moins bien. Il y a quelqu'un qui a renversé de l'eau dessus. Oh, le voisin, l'autre bord, il n'était pas satisfait avec ça. Quelqu'un qui est rentré dans la pancarte. Ils ont tondu à la pelouse, le fil il est coupé. Tu comprends ce que je veux dire? Hey, c'est niaiseux, t'as absolument raison. Tu sais, une solution engendre une problématique. Ben, tu sais, c'est quoi, on va mettre un panneau solaire comme ça, il va y avoir de la batterie pendant X nombre de temps, ça va fermer automatiquement à telle heure. Ils l'ont fait, la pancarte avec panneau solaire, effectivement, il y a de la neige qui tombe dessus, fait que là, ça ne génère pas assez de lumière dans ton panneau, fait que là, le soir, tu n'as pas la lumière nécessaire que tu as besoin. C'est l'hiver, ouais. Fait que, ils ont fait après ça des poteaux solaires. Fait que là, le poteau, il n'y a pas de neige qui s'en va dessus, mais il faut que tu le places dans un angle que le soleil frappe dessus. Fait que si tu as un côté ombragé de la rue parce que le soleil frappe l'autre bord, ça marche pas non plus, tu sais. Fait que là, ils ont dit, OK, on va le brancher, mais quand tu le branches, tu es intelligent, il allume tout le temps. Mais là, quand il neige, mettons, là, il neige, je sais pas moi, 20 cm de neige. Mais là, tu es branché dans le mur, la pancarte est là-bas, ton fil, il est sous 20 cm de neige. Impossible à ramener, là, ton fil. Ouais. Puis là, tu déblayes Fait que dans le fond, il n'y a pas de solution à court terme en date, de ce que je comprends. Mais nous autres, ce qu'on fait, c'est que oui, on va récupérer, nous, on va prendre dans notre agenda, on va dire laissez le fil sur place. Fait que quand ça dégèle, on va retourner le chercher à nos frais à nous autres parce qu'on est une compagnie de service. T'sais. Oh, ça a l'air foireux. Tout ce qu'il y a des fils à cette heure, on dirait que c'est comme. Là, c'est s'il est sur place, on tourne sur place, le propriétaire, il a voulu bien faire, il l'a peut-être ramassé, il l'a peut-être roulé, il l'a peut-être mis en dedans, il l'a peut-être jeté aux poubelles. Ouais. Là, on commence à faire de la gestion de matériel, la dépense pour générer quelque chose pour avoir l'affichage plus à jour. Fait que so far, t'es safe pendant une couple d'années encore. Je pense que oui. Ouais. Mais tu sais, encore là, ça reste que moi, j'installe le produit. Donc, le courtier va acheter le produit si le produit évolue, puis moi, je vais l'installer. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Penses-tu qu'on pourrait juste mettre comme des poteaux permanents? Tu le branches comme un chargeur de téléphone dedans. Puis c'est ça, toutes les maisons ont un poteau permanent pour la vente, là, puis tu ouvres le câble de même, ça va être ça. Moi, c'est assez drôle qu'on parle de ça. Il devrait faire ça, c'est terrain de camping. Parce que c'est un gros inflow de ça passe, ça vient, ça passe, ça vient. Tu vois, ces terrains de camping, là, ils te mettent n'importe quelle pancarte à vendre, n'importe quel tout cousu. Ils ont fabriqué ça, tu sais. Puis là, s'ils feraient ça, mettons, là, ça générerait des ventes pour le propriétaire du terrain de camping. Parce que l'autre, il dit, bon, je veux vendre mon terrain, je vais te louer une pancarte, là, j'ai pas le choix. Fait que là, OK, parfait, la plug est déjà là, mets ton poteau. C'est ça. Un exemple. Ça pourrait être un exemple. Ça, c'est une grosse rotation. Là. Ça serait un essai, un premier essai, ça serait ça, par exemple. L'avoir partout sur toutes les propriétés, non, je ne croirais jamais à ça. Ouais, tu penserais pas que ça va arriver. Non, ça serait trop at large, tu sais. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il y a quelque chose à faire, tu sais, mon idée de ce que tu viens de parler, puis je viens de mentionner l'affaire de l'affichage d'un camping, parce que, tu sais, des maisons à vendre, il y en a plein, mais tu sais même pas, des fois, ils disent, ouais, on est à vendre, t'as pas vu, j'ai mis une petite pancarte dans... Non, je l'ai pas vu. Même quelque chose d'affichage qui a de l'allure ou, tu sais. Puis avec du numérique, tu pourrais avoir des photos de l'intérieur. Évidemment, On pourrait aller ailleurs, mais pas, je pense pas devant n'importe quelle maison, je sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, le coût va devenir moins cher aussi. Ouais. Mais je sais qu'en Asie, ils sont très forts sur le numérique, mais là, faire venir ça ici, on est rendu des frais un peu plus exponentiels. Ouais, puis on a 4 saisons aussi, c'est pas la même affaire. Totalement. Mais c'est pour ça que le numérique, tu vas avoir de plus en plus de l'affichage intérieur dans du numérique parce que c'est vraiment intéressant ce qu'ils vont faire. Le numérique se moule aussi. Tu peux l'avoir comme courbé, ça fait une chute. Puis là, tu as des effets réels. Fait ils vont venir beaucoup de choses intérieures avec ça. Mais pour l'extérieur, le fait de l'intempérie, c'est là que ça crée la problématique. D'où le fait que mon produit Frame, je l'aime. C'est que c'est de l'affichage temporaire. Tu ne mettras pas nécessairement du numérique at large. Peut-être que tu vas en avoir une affaire numérique extérieure en te croisant les doigts qu'il ne pleut pas. Ouais. Tandis que mon produit qui pleut, qui vente, qui grêle, qui neige, tu peux l'avoir anytime. Puis il se fixe dans le sol anytime. T'sais. Puis t'as pas peur de tes faire voler? Ah, c'est une très bonne question. Ouais. C'est une très très bonne question. T'as-tu peur de te faire voler dans ta maison? Ouais. T'as-tu peur de te faire voler ton char? Ouais. On prend tout ce qu'on peut pour pas se faire voler, mais si un voleur veut voler, il va toujours voler. Là, c'est ça, là, parce que... Parce que, tu sais, si un voleur veut voler, il va te le voler. C'est sûr que nous autres, elle est ancrée au sol. Elle résiste au vent. C'est ça. Bon, dans le cas du résidentiel, le matériel appartient au courtier. Fait qu'il est planté dans le sol devant la maison. Frame, c'est une autre affaire. Frame, c'est une autre affaire, le produit va m'appartenir. Mais encore là, le produit, il est fixé au sol. T'sais. Fait que si une personne... Faut le déterminer. Il faut que ça soit quelqu'un qui ait le goût de le voler. Je comprends. Ouais. Écoute,
ça fait un bout qu'on parle, puis je sais que ça a pris du temps avant de t'avoir ici parce que tu es quelqu'un d'occupé. Je veux te le proposer. Veux-tu continuer le podcast ou tu voudrais arrêter où est-ce qu'on en est en ce moment? On a une belle couverture à date. Je sais déjà que c'est un très bel épisode. Ouais. Si tu veux, on peut continuer. Ben, si t'as d'autres questions que tu vois primordiales, tu peux y aller. Oui. Sinon, je pense que j'ai... J'en ai deux Ok, autres. parfait, vas-y, je suis bien ouvert. Fait que la dernière question, l'avant-dernière question que j'avais, c'est si tu avais à recommencer Pancarte Express, qu'est-ce que tu changerais? Honnêtement, pas grand-chose. Honnêtement, pas grand-chose parce que j'ai une certaine fierté dans où est-ce que je suis rendu puis qu'est-ce que j'ai fait, tu sais. Puis je suis sûr que ça paraît dans mes yeux. Puis souvent, quand je parle de mon entreprise, j'ai le poil qui me lève ses bras. Je l'ai vu, je l'ai senti. Fait que, tu sais, il n'y a pas grand-chose que je changerais. Puis, tu sais, des erreurs, ça fait partie de l'entrepreneuriat, tu sais. Puis, j'ai choisi ça parce que aussi, je me suis donné des limites d'erreurs, tu sais. Mes erreurs ne me coûtent pas cher, moi, chez nous, tu sais. Ouais. On s'essuie puis on recommence, c'est pratiquement ça, là, tu sais. C'est que, tu sais, quand ça reste respectueux puis qu'on est capable de rattraper la balle, on va le faire. Là. Puis si on a fait une erreur puis c'est de notre faute, on va le dire. Là. On est des gens intelligents puis on va être transparent. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Là. Et puis c'est ce qu'on demande à nos clients aussi. T'sais. Fait que non, je pense que je ne changerais pas grand-chose dans mon parcours. Rien à changer. Ouais. Okay. Ben, il y aurait des choses sûrement à changer, mais je le ferais pas parce que j'ai des regrets. J'ai aucun regret. Y a-t-il une leçon que tu te donnerais à toi, le 2005? Une affaire. Il y en a beaucoup, mais sûrement une que tu dirais, regarde, avoir su ça, ça serait différent. Non, moi je me dirais, fais-toi confiance, le grand man. Fais-toi confiance, la vie là, va t'amener. Puis même encore aujourd'hui, là, je le sais que la vie va m'amener ailleurs à plein d'autres affaires. Puis je reste ouvert, là, ouvert à plein de choses. Je me laisse ouvert à être surpris, à. Puis, tu sais, des fois, je dis à ma blonde, je dis, on va la vendre l'entreprise. Là. Elle dit, mais faire quoi? On va faire d'autres choses. Ouais, on va se démerder. Ah, on est-tu des gens incompétents qui ne sont pas trouver une job? Non, on va faire d'autres choses, des projets, j'en ai plein la tête. C'est ça. Si on va prendre une pause, on prend une pause, puis on choisira. On va au Costa Rica. On va se donner l'opportunité de choisir ce qu'on a le goût de faire. T'sais. Comprends. Puis on a encore choisi de faire Pancarte Express finalement. Fait que, c'est un beau luxe de vie quand même. Ouais, mais je pense que c'est important de te poser la question aussi. Ouais. Puis, dernière affaire avant de partir, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat. C'est quoi les conseils que tu as à donner, surtout dans les temps modernes? Tu as vu quand même deux époques complètement différentes, le pré et avant COVID, ça pourrait être une récession de 2008. Ouais. C'est quoi que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur aujourd'hui? Je pense que c'est important d'avoir des connaissances. Le savoir est un pouvoir. Comme, il y a beaucoup de gens politiques là, qui sont en politique parce qu'ils savent des choses qu'ils ne nous disent pas. Fait que quand tu es en business et tu veux te lancer en business, il faut que tu ailles connaître des choses primordiales qui sont pas... Là, il y en a plein de podcasts qui existent. Là, fait que prenez-en de l'information. Là, écoutez Dragon Den, c'est niaiseux. Là, il y a des entrepreneurs qui vont là, qui font des erreurs à télévision, de mal préparation. Soyez en train de vous dire « Ah, voici l'erreur qu'il a faite, je ne ferai pas la même erreur. » Il y a des gens là, qui vous disent qu'ils font des erreurs. Prenez-les en note. Ayez des connaissances. C'est ça que je veux dire. Connaissez votre business, connaissez votre marché, connaissez votre client. Préparez-vous. Il va toujours avoir des X, Y, Z qu'on n'a pas prévus, mais au moins, si tu te prépares et tu as un bagage, tu vas être capable de trouver des solutions en conséquence. C'est d'être prête à trouver des solutions. Là, moi, je suis monsieur solution, c'est sûr, mais ça te prend des connaissances à quelque part. Okay. Ces connaissances-là vont t'aider à avoir démarrage, puis des fois, on les aura jamais, ces connaissances-là, ou sont temporaires. Fait que, associe-toi avec des gens compétents. C'est pas obligé de les désengager comme sur ton payroll. Là. Ouais. Tu peux avoir un mentor, tu peux faire des téléphones, tu peux appeler, tu peux poser des questions. Moi, je dis tout le temps à mes employés, à mes nouveaux employés, poser une question, c'est un signe d'intelligence. Si tu me poses 3 fois la même question, on s'en parlera, par exemple. Mais poser des questions parce que tu le sais pas, prends des notes. C'est correct. C'est correct, je vais te l'expliquer. Puis même souvent, quand je dis à un employé au début, si t'es pas bon puis tu as de la misère, c'est parce que je t'ai mal formé, parce que tu devrais comprendre. C'est pas compliqué ce qu'on fait. Là, je vais bien prendre le temps de te l'expliquer puis de répondre à tes questions. Fait que soyons connaissants, ayons de la connaissance. Soyons pas juste comme je veux faire ça pour faire de l'argent. Ça serait peut-être traduit à être curieux d'apprendre. Curieux d'apprendre, oui, totalement. Ouais. Puis même quand tantôt je te disais, j'ai pensé à mon entreprise, là, ça me fait même pas peur de retourner aux études puis d'apprendre d'autres choses, tu sais. Puis de m'ouvrir mes horizons sur quelque chose que je connais pas. Ça me fait pas peur, tu sais. C'est un challenge. Ben oui, puis
j'ai quoi à perdre? C'est ça. C'est ça. Puis, calculez votre risque aussi à quelque part. Ouais. Même en entreprise actuellement, des fois, on prend de l'expansion, engager quelqu'un, c'est calculer son risque, puis c'est quoi les moyens que je suis capable de prendre, c'est quoi que je suis capable de te donner. Mes braquettes salariales avec mes employés aussi, je les connais. Des fois, les employés qui me demandent quelque chose, c'est non. Des fois, il faut mieux partir pour mieux revenir parce que tu es choyé ici, tu as l'impression que tu ne l'es pas. Ouais. Tu vas travailler ailleurs, tu reviendras me voir dans une couple de semaines en me disant ouais, finalement, c'était cool, c'était relax. Fait que, des fois, c'est un peu ça, c'est de connaître, se connaître ses limites, avoir de la connaissance. C'est un peu ça, je dirais, d'apprendre à avoir un bon bagage. Puis à un moment donné, avoir le courage de se lancer. Ça, le leap of faith, en anglais, qu'ils disent, là, que burn the boat, c'est ça que tu fais, puis tu retournes pas. Oui, puis au début, moi, je pense qu'en toute transparence, si j'avais pas eu mon partenaire, je ne m'aurais peut-être pas lancé aussi rapidement. Mon partenaire, il avait été un autre profil d'entrepreneur, une autre initiative que la mienne, puis on se complétait bien. Puis à un moment donné, il m'a aidé à me lancer dans un paquet de choses. Puis lui, il a lancé un paquet de projets personnels après ça, qui l'a amené à grossir aussi en tant que personne, puis à évoluer. Puis moi, ça m'a permis d'aller faire mes affaires dans mon Pancarte Express à mon rythme à moi. Peut-être qu'il n'aurait pas été son rythme à lui, par exemple. Ouais. Oui, ou son approche aussi. Mais regarde, la vie a fait les choses comme ça. De ce que je remarque en faisant les podcasts avec les entrepreneurs, c'est qu'il semble avoir deux chemins pour l'entrepreneur. Okay? Le premier, c'est lorsqu'on atteint la maturité, c'est soit de vouloir transmettre le savoir. Puis le deuxième, c'est partir un nouveau projet. Je pense que je sais où est-ce que tu es. C'est quand même clair. Ben non, je te dirais que c'est pas clair. Je travaille ces deux. Les deux me titillent. Mais effectivement, c'est de calculer mon risque, de calculer où est-ce que je veux aller avec ça, mais j'efface pas un de l'autre, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Les deux options sont sur la table. Oui, puis à un moment donné, je vais choisir puis je vais foncer, ça c'est sûr et certain, mais toujours en gardant l'autre en arrière au cas où, tu sais. Mais le beau problème que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis rendu à une place que mon entreprise elle a une valeur, tu sais. Puis elle a un achalandage, fait que j'ai pas de misère à me dire si jamais il faut que je la vende, je la vendrai. C'est parti. Ouais, c'est ça. Puis il y a des gens qui vont la prendre, qui vont l'amener ailleurs, là, ça va me faire plaisir. Puis avant de partir en vacances, j'ai un employé qui m'a dit Mathieu, je te donne mon 2 semaines de préavis. Ça faisait 3 ans que tu es chez nous, tu sais. Puis je m'en allais en vacances. C'est mauvais timing. J'ai pas le temps de trouver un autre employé. Tes services, c'était apprécié chez nous, tu sais. Je suis content que tu aies travaillé chez nous. Il ne va pas me fâcher. Là. C'est un bateau, Pancarte Express. Aujourd'hui, tu quittes le bateau, c'est correct. On va tout le quitter à un moment donné. Même moi, je vais le quitter à un moment donné, le bateau. Là, ben, c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire, tu sais, il faut pas... on rame tout ensemble. Puis j'essaie de mettre une métaphore quand je fais des meetings avec mes gars. Aujourd'hui, il y en a qui rament plus que d'autres. Les gars, on rame tout à la même vitesse. Là. Pourquoi que lui en fait plus que toi? Tu payais plus cher que toi, je ne sais pas. Là, ouais, mais l'autre, il en fait moins, fait que j'ai dit que j'en faisais moins. Bien, l'autre, justement, il est payé moins cher que toi parce qu'il en fait moins que toi. Fait que tu peux pas arriver au même régime que l'autre, sinon on va te descendre au même salaire que l'autre. C'est un peu de se comprendre. C'est ça la vie. C'est être transparent et honnête avec les gens. Oui, mais t'as une belle approche quand même. Écoute, j'ai plus de questions, mais j'ai adoré mon entrevue avec toi. Ben, j'apprécie. Franchement, là, pour quelqu'un qui était pas sûr, puis tout, là, t'as donné un bon show, ça c'est sûr. Ben, j'apprécie. J'écoute, je suis le plus gros fan de mon propre podcast, OK? C'est sûr que la tienne, je la réécoute au moins genre 5 fois. Il y a tellement de leçons dans ce que t'as apporté, tout. T'es gentil parce que j'ai pas... Ben, je parle... Mon entreprise m'intéresse, je parle pas souvent de mon entreprise à part avec des proches qui me demandent comment ça va, ma business, tout, parce que je m'en revende pas haut et fort comme d'autres amis que j'ai qui sont en train qui s'en vendent souvent haut et fort. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait puis où est-ce que je suis rendu. Je sais que j'aurais pu aller encore plus gros puis encore ailleurs, mais c'est pas mon profil. Honnêtement, merci beaucoup de me donner cette exclusivité-là. C'est très apprécié. Je sais pas pourquoi tu as dit oui. Là, ben non, tu as été bon, tu m'as convaincu. Tu as su me rendre à l'aise, honnêtement. J'ai dit oui. J'espère que ça aurait été la même chose là, pour l'entrevue aujourd'hui. Ben totalement. Ben, totalement, parce qu'en plus, au début de l'entrevue, j'étais un petit peu nerveux. Tu l'as saisi. Puis je me suis un petit peu reparlé en me disant, tu vois, je me parle beaucoup dans ma tête. Puis je me suis reparlé en me disant, chill, relax, man. On peut avoir du fun. Il n'y a pas le feu, Good. Bonjour à tous. C'était un autre épisode de Capital Central complété. J'ai eu aujourd'hui Mathieu Parisien dans mes locaux pour pouvoir parler de son entreprise. L'ancien podcast était avec Philippe Gravel, qui était
un vendeur et qui est toujours d'ailleurs un des meilleurs vendeurs de groupe Park Avenue qui a vendu près de 2500 véhicules. Si vous avez de la difficulté avec votre vente, c'est définitivement un podcast à regarder. Et aujourd'hui, Mathieu Parisien, qui est un entrepreneur, je dirais, à maturité, moi, c'est une entreprise qui est florissante. Je suis très content et choyé qu'il ait choisi le podcast de Capital Central pour faire sa première épisode. Puis définitivement, on va regarder pour peut-être te revoir dans un an, voir que tu es rendu où avec tout ça. Donc, merci beaucoup. Merci pour les commentaires. Merci pour l'écoute. Le dernier podcast a eu près de 300 vues. C'est un record pour moi. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a eu 75 heures d'écoute. Donc, 30% des gens ont écouté le podcast au complet. Et merci beaucoup et à la prochaine. Bye. Merci, mon vieux. Hey, ça me fait plaisir. Filter that down. Change the pattern a bit. I think we need a ride cymbal.